Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette nouvelle conférence qui s'inscrit dans le cadre du cycle Coriolis, co-construit entre les élèves et les chercheurs et qui permet d'aborder les problèmes environnementaux et de transition des modes de vie à l'école polytechnique. Nous remercions pour cette conférence les tribunes de l'X qui se sont associées à nous pour organiser cette conférence. Bonsoir Gilles et merci d'avoir accepté notre invitation de venir à l'X. Tu as étudié à l'École supérieure de commerce de Rennes avant d'aller finir tes études à Taïwan. Puis pendant 6 ans, tu as travaillé dans les salles de marché, ce qui t'a mené à être salesman, notamment à Wall Street. C'est à ce moment que tu t'es dit que ça serait une bonne idée de présenter les concepts d'économie et de finance en français derrière une caméra, à l'époque dans un décor un peu moins glamour qu'ici. Aujourd'hui, 6 ans, 100 vidéos et 330 000 abonnés plus tard, tu es devenu le prof d'éco préféré d'une bonne partie des gens dans cette salle. Un certain nombre de personnes ont réussi à aborder des problèmes d'économie et de finance assez complexes et d'en faire un objet de débat simple. Merci pour tout ce travail que tu as effectué. Alors que la nécessité de construire une solution politique et économique européenne aux enjeux environnementaux se fait sentir de façon croissante, il semble plus important que jamais de pouvoir maîtriser les problèmes économiques et financiers pour en faire un levier de transition. Ton intervention sera articulée autour des différents problèmes liés à l'Europe, les États, les banques et la dette. Et je vais te laisser la parole pendant un premier temps pour que tu mettes les bases de l'échange. Et ensuite, nous allons pouvoir échanger avec toute la salle. Donc ne sentez pas de problème à poser des questions. Vraiment, le but de cette intervention, c'est de pouvoir échanger, de faire un moment plutôt chaleureux. Donc la pièce s'y prête bien. N'hésitez pas à utiliser le site des tribunes de l'X pour poser des questions en ligne que nous pourrons retransmettre, ou alors de saisir le micro et de parler. Merci. Gilles, je t'en prie. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Oui. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'inviter, c'est super sympa. J'espère qu'on va réussir à discuter de choses intéressantes. J'ai prévu quelques slides pour essayer de poser un peu le débat, quelques schémas. Si vous suivez un peu la chaîne, vous allez retrouver des choses que vous avez déjà vues, mais c'est juste histoire d'avoir une base pour ensuite pouvoir discuter. Donc surtout, n'hésitez pas, même pendant que je présente, à poser des questions s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Et puis, je vais essayer d'aller le plus vite possible dans mon monologue pour que derrière, on puisse avoir plus de temps pour les questions, la discussion, quoi. Voilà, donc, pour démarrer... Ah. Si, c'est bon, voilà. Donc, moi, je démarre avec ce grand schéma-là que j'avais déjà mis dans une vidéo. L'idée, c'est de poser le système économique comme un système de flux de matière. Si vous avez entendu du Jean Covici, on discute beaucoup des histoires d'énergie, de matière, etc. Qu'avant tout, l'organisation humaine et l'économie, c'est d'abord la production de biens et de services physiques, dans le monde physique. Donc avant de discuter de flux monétaires, de dettes, d'actions, etc., on commence par poser les bases. Notre organisation humaine, c'est une organisation physique. Donc on vit sur la planète Terre, notre système il est inclus dans la planète Terre, fait partie de la planète Terre. On a... Alors, est-ce que mon pointeur, il fait quelque chose? Ouais, vous le voyez à peu près. On a une usine de production ici qui a besoin de matière pour fonctionner. Donc, cette matière, on peut dire que c'est toute la partie géologique, d'accord? Donc, je ne sais pas moi, tous les cailloux qu'on a besoin de transformer pour derrière avoir des matériaux. Et puis, on va aussi le chercher au niveau de la biosphère. Donc, vous pouvez penser, il y a une partie, ça va être les mines, ok, ça, c'est plutôt du caillou. Puis, il y a une autre partie, c'est du vivant, type les arbres, par exemple, le bois ou le caoutchouc qu'on va récupérer dans la sève de certains arbres. Donc, c'est un mélange des deux, d'accord, à la fois qui vient de la biosphère, donc du vivant, et à la fois de l'inerte, donc géologie, qui va nourrir l'usine de production humaine. Ça veut dire que déjà, une des premières notions du problème, c'est est-ce qu'il y a assez de ça et est-ce qu'il y a assez de ça? Ça se reproduit si on le laisse à peu près tranquille. Ça se reproduit pas, d'accord? C'est là et on en a une certaine quantité et pas plus. Et voilà, donc c'est déjà les bases du problème. Ensuite, il y a une partie renouvelable ici qui s'ajoute, on en parle beaucoup en ce moment, qui sont en fait des flux
comme le vent, les rayons de soleil qui arrivent sur Terre, la géothermie, et on peut aller taper dans ces flux, mais là, ici, ce n'est pas de la matière, d'accord, c'est une source d'énergie uniquement. Donc c'est l'idée de mon espèce de petit câble jaune là, qui est relié à la fois à la biosphère, à la géologie et aux renouvelables, et qui peut donner du courant. Alors, je le matérialise sous forme de courant, mais en vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est une source d'énergie pour faire tourner l'usine. Donc on peut aller taper dans la biosphère pour récupérer de l'énergie parce que, je sais pas, par exemple le bois, voilà, on peut brûler le bois et puis ça nous donne une source d'énergie. On peut, évidemment, la géologie, là c'est le pétrole, c'est le charbon, c'est le gaz. Et puis on a la partie renouvelable, donc le vent, le soleil, les barrages. Okay, et on a besoin de tout ça pour faire tourner l'usine. Derrière cette usine, elle fabrique le monde moderne, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a actuellement, okay, mais elle pollue. Il y a toute forme de pollution. Vous pouvez penser, les émissions de CO2, c'est une forme de pollution. N'importe quoi qui n'est pas la production directe de ce qu'on utilise, c'est une forme de pollution. Et cette pollution, elle va affecter tout ce qui est utilisé pour que l'usine fonctionne derrière. D'accord ? Donc on peut voir le problème comme ça. Et il y a une autre partie, c'est que la planète fournit différents services, les services environnementaux, qui sont des services souvent invisibles, que l'économie ne va pas voir, mais qui sont néanmoins très très utiles. Vous pouvez penser notamment au fait que l'air soit respirable. On n'a pas payé pour ça, on n'a pas besoin de le fabriquer, on n'a pas besoin de rien du tout. On a de l'air respirable, c'est gratos, c'est tranquille, ça marche nickel. Le fait qu'on ait un climat aussi qui soit vivable, on peut sortir, c'est pas trop humide, on meurt pas, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, pareil, c'est gratos aussi, on n'a rien fait pour, c'est juste là. Il y a plein d'autres choses comme ça. Vous pouvez penser à toute la biodiversité qui va fournir des services divers et variés. Donc, par exemple, on peut penser le coût des abeilles qui vont polliniser. Du coup, c'est plus facile derrière. Je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine-là, mais enfin, je sais que ça existe. Et donc, du coup, il faut penser aussi à tout ça. Et malheureusement, encore une fois, le fait de polluer, là, ça va aussi poser problème au niveau des services environnementaux. Il y en a tout un tas qui vont être affectés et que malheureusement notre économie ne voit pas passer, ce qu'on appelle les externalités négatives en économie. Mais le truc, c'est qu'il y a des externalités négatives, on sait qu'on ne les compte pas et qu'elles sont là, mais il y a aussi des externalités négatives qui sont inconnues. On ne se rend pas compte que l'environnement fournit des services parce qu'on ne le connaît pas encore, on ne sait pas que c'est là. Et le jour où on le découvre, ça peut être un sacré problème. Donc il ne faut pas oublier la partie services environnementaux. Ok, donc ce truc-là, il est au centre de notre économie. Maintenant, on va s'intéresser à toute la partie monétaire. Donc ça, c'est toute la partie, oui, tout ce qui est organisé autour des flux monétaires. Donc ça, c'est la partie que je maîtrise quand même mieux. Tout démarre avec les banques, d'accord ? Les banques et leurs planches à billets, leurs fameuses planches à billets. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'arrête pas de répéter, c'est les banques qui créent la monnaie. Voilà. C'est vraiment le point de départ de notre système économique. D'abord, les banques fabriquent de la monnaie pour qu'on puisse réaliser des dépenses. Vous avez 3 types d'agents économiques que je représente là, les ménages, les entreprises, l'État. Si tous ces petits agents-là, ils peuvent faire des dépenses, c'est parce que les banques ont fait des crédits. Ça démarre de là. C'est comme ça que la monnaie est injectée dans le système. Ensuite, parce qu'il y a des dépenses, il peut y avoir des revenus. C'est jamais l'inverse. Évidemment que les revenus derrière permettent aussi de dépenser, mais d'abord, en termes de causalité, ça démarre par le crédit, ça démarre par la dépense. Les différents revenus qu'on a, alors évidemment on a les salaires, mais on a aussi les dividendes, les loyers, les intérêts. C'est typiquement les 4 formes de revenus qu'on a dans l'économie. Le PIB, on va le mesurer soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. Il y a un 3e niveau, mais c'est un petit peu plus... Je garde plutôt ces deux façons-là. En gros, la somme des dépenses, la somme des revenus, vous tombez sur le PIB. Forcément, les dépenses des uns sont les revenus des autres, donc tout ce qui est la somme des revenus est égal à la somme des dépenses. C'est mathématique. Ok, les revenus servent à dépenser. Ok, on voit bien que le truc tourne. Et puis derrière, on a une partie des revenus qui vont être épargnés. Alors évidemment, pourquoi on dépense au départ ? Parce que l'usine nous crache des biens et des services. Et donc, elle est à l'épuiser des matières premières, elle est à l'épuiser de l'énergie, et elle pollue, etc. Et c'est pour ça qu'on a des dépenses. Donc, on peut voir ici 2 types déjà de problèmes de fonctionnement de l'économie. Un problème qui va être un problème, disons, physique, c'est-à-dire l'usine n'arrive pas à tourner pour une raison ou pour une autre. Et puis, vous avez le problème monétaire qui est que l'usine pourrait tourner. Il y a les ressources, il y a des travailleurs, il y a des matières premières, etc. Mais
il n'y a pas les sous, il n'y a pas les dépenses. Voilà. Et donc ça, c'est la crise économique type crise de la demande, tandis que la crise du fonctionnement de l'usine, c'est la crise de l'offre. On n'arrive pas à fabriquer les biens et les services. Ok, donc je reprenais, il y a mon épargne qui est là-haut. Alors cette épargne, ah oui, alors un truc que je n'ai pas dit, c'est ici, vous avez les dépenses des ménages, de l'État et des entreprises, mais là, vous n'avez que les revenus des ménages et des entreprises. Donc là, on voit que les revenus de l'État, c'est déjà particulier. L'État ne vend pas des services pour se financer. L'État, il va taxer, où est-ce que je suis ? Il va taxer ici les dépenses et les revenus. Donc, taxer les dépenses, la TVA, taxer les revenus, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les dividendes, tout ça. Et c'est comme ça qu'on remplit les caisses de l'État pour que derrière, il puisse dépenser. Évidemment, on a aussi la partie l'État s'endette avec la création monétaire. Donc là, le coût de l'endettement, c'est l'excédent de dépenses. C'est-à-dire, j'ai des revenus, j'ai 100 de revenus que j'ai taxés, mais je vais dépenser 120. Donc du coup, je suis obligé de trouver les 20 supplémentaires. Où est-ce que je vais les trouver ? Dans la création monétaire. C'est exactement la même chose pour nous. J'ai un certain revenu, mais je veux acheter une maison. La maison est bien plus chère que mes revenus, donc je vais chercher l'excédent de sous dans la création monétaire, dans les banques. Ok ? Ça va jusque-là, il n'y a pas de questions, je vais vite. Ok, cool. Du coup, l'épargne. Alors, l'épargne... non, alors pas l'épargne, pardon. La banque centrale. J'introduis la banque centrale ici. D'accord ? Donc là, vous avez les banques classiques. Et là, vous avez la banque centrale. Alors, il ne faudrait pas croire que les banques peuvent créer la monnaie parce qu'il y a la banque centrale qui les soutient. Mais il y a une histoire de banque centrale qui est quand même importante pour que les banques fonctionnent correctement. Donc en gros, l'idée c'est, les banques créent autant de monnaie qu'elles le souhaitent, mais derrière, elles ont besoin, en gros, les banques créent des euros privés. Si vous avez un compte chez BNP, par exemple, vous avez des euros BNP. C'est des euros BNP, sérieusement. Si vous avez un compte à la Société Générale, c'est des euros Société Générale. Et les euros BNP, ils ne circulent que dans le réseau BNP. Si vous voulez dépenser vos sous, vos euros BNP chez un marchand, enfin, je veux dire, dans un magasin où le compte est chez Société Générale, ça ne fonctionne pas normalement. Les euros BNP ne peuvent pas transiter d'une banque à l'autre comme ça. Ils restent dans leur réseau bancaire. Donc, quand les banques ont besoin de se payer entre elles, de faire des conversions d'euros BNP en euros Société Générale et inversement, là, elles ont besoin d'une monnaie supplémentaire, qui est une monnaie qui est utile juste pour elles, pour se régler entre elles, qui est la monnaie de la Banque centrale. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que cette banque centrale est là et qu'elle est très importante pour que les euros puissent circuler d'une banque à l'autre et que nous, on ne se rende pas compte qu'on utilise des euros privés d'une marque spécifique. Pour nous, un euro est un euro et on ne voit pas la différence. On ne voit pas la différence parce qu'il y a la banque centrale qui est là pour faire en sorte que les banques puissent se prêter entre elles ou se régler entre elles les différentiels de monnaie qui rentrent et qui sortent. Vous imaginez 500 euros qui vont de la BNP vers la Société Générale, mais 400 euros qui vont dans le sens inverse. Ça fait 100 euros de besoin de financement. Ces 100 euros de besoin de financement, c'est la Banque centrale qui le fournit, en monnaie centrale. Alors j'ai dit 500 versus 400, mais en vrai, ça va être des centaines de millions versus des centaines de millions dans l'autre sens, et il n'y a qu'un tout petit pourcentage de différentiel que la Banque centrale a besoin de financer. Ok. Ensuite, l'histoire de l'épargne. Donc, on retrouve les banques à cet endroit-là, parce qu'évidemment, vous avez tous un compte en banque, et donc notre épargne, elle est à la banque. Vous avez une première partie de l'épargne des ménages, des entreprises, qui reste à la banque, en fait, qui reste sur les comptes courants, et qui se déplace régulièrement d'un compte à l'autre. D'accord ? Donc cette épargne-là, c'est une épargne plus ou moins circulante, on peut aussi l'avoir, plus ou moins circulante, plus ou moins statique, mais qui reste dans les banques, qui ne bouge pas des banques. Et les banques n'utilisent jamais cette épargne pour rien faire. L'épargne reste dans les banques, ça ne bouge pas des banques, sauf quand vous payez avec. Et là, il faut bien que ça bouge. Mais si vous le laissez là, la banque le garde là et elle ne peut pas l'utiliser pour faire quoi que ce soit. Elle ne peut pas prendre votre épargne pour aller payer quelque chose, prêter quelque chose à quelqu'un, rien du tout. Ça reste dans la banque, ça ne bouge pas. Sauf quand vous demandez de faire un virement ou quand vous voulez payer. D'accord ? Les banques, à chaque fois qu'elles financent un truc, c'est ici, création monétaire. D'accord ? Jamais les banques utilisent l'épargne pour financer quoi que ce soit. Bon. Cela dit, une partie de l'épargne peut aussi être transférée vers des... Ici, c'est ma petite entreprise avec $1.
c'est des fonds d'investissement, des asset managers, fonds d'investissement, hedge funds, fonds de pension, assureurs, etc. Des entreprises spécialisées des marchés financiers. Eux, si vous faites un transfert de votre argent sur le compte de ces entreprises-là, qui vont gérer l'argent pour vous, alors là, oui, là, eux, derrière, ils vont se servir de votre épargne pour faire des trucs, pour acheter des produits financiers. Donc, comment ça marche, cette histoire ? Eh bien, vous avez ici un marché primaire, d'accord ? C'est-à-dire que vous avez l'État, les entreprises, alors voire même les particuliers, je vais en parler un petit peu après, mais surtout les entreprises et l'État, qui peut émettre des actions ou de la dette, des obligations, sur les marchés financiers, et en échange, les marchés financiers envoient, alors si on a affaire à des fonds d'investissement, ils envoient l'épargne qu'on leur a confiée, c'est une forme de recyclage de l'épargne. Par contre, si c'est une banque qui achète ces produits financiers-là, c'est de la création monétaire. Donc vous imaginez l'État qui veut s'endetter sur les marchés, qui dit voilà, j'ai besoin de 500 millions d'euros, je vous découpe ça en petits morceaux de 1000 euros. Donc chaque obligation va valoir 1000 euros, puis il va y en avoir, j'ai dit quoi, 500 millions, vous me faites la division, je suis très nul, 500 000 obligations, un truc comme ça, de 1000 euros chacune. Et donc chacun peut acheter une obligation, ou deux obligations, ou 3, ou 10, ou combien vous voulez. Okay, et ensuite, l'État s'engage à rembourser le porteur de ce titre de dette. Et donc après, ce titre de dette, c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est qu'il va pouvoir s'échanger. L'État remboursera et paiera les intérêts à celui qui possède le morceau de papier. Donc derrière, on peut s'échanger le morceau de papier et l'État remboursera à celui qui est propriétaire de ce truc-là. Donc le morceau de papier a une valeur, il va s'échanger sur les marchés financiers. Et évidemment, quand les banques achètent ce genre soit de dette, soit d'actions, l'action, c'est un titre de propriété d'une entreprise. L'État n'émet pas d'actions, c'est public. Il faut que ce soit privé pour qu'il y ait des titres de propriété. Celui qui achète soit cette dette, soit ces actions, en fonction... Enfin, je m'embrouille, je me mélange les chaussettes. Quand les banques achètent donc des produits financiers, c'est de la création monétaire. Quand c'est les fonds d'investissement qui achètent ces produits financiers, c'est du recyclage de l'épargne. C'est ça le point super important à comprendre. Donc ici, vous voyez toute une partie jaune de mon épargne, c'est l'épargne qui reste à dormir chez les banques, l'argent que vous laissez sur votre compte courant et que vous utilisez une fois de temps en temps pour payer un truc. Et toute la partie en grisé, là, à l'intérieur, ça, c'est l'argent qui a été confié aux fonds d'investissement. Et alors, eux, ils achètent des produits financiers avec. Est-ce que j'ai fait apparaître un truc, là? Non. Voilà. Et donc, du coup, vous avez un marché secondaire qui s'organise. Donc dans ce truc gris là, en fait, vous avez plein de produits financiers et régulièrement vous allez avoir des échanges depuis l'épargne vers l'achat de ces produits financiers. Alors là où il faut comprendre, c'est que en gros, c'est pas parce que vous placez votre argent, c'est pas parce que vous confiez votre argent à un fonds d'investissement que cet argent finance l'économie réelle. Cet argent va servir à acheter un produit financier. Mais vous voyez bien qu'il y a deux manières d'acheter un produit financier. Soit j'achète un des produits financiers qui est là depuis longtemps, genre une action Apple qui a été émise il y a 10 ans, d'accord ? Soit j'achète un produit financier tout neuf, qui sort des marchés primaires, là, d'accord ? Et donc qui finance en réel une entreprise ou un État. La grande majorité des produits financiers qui sont échangés, c'est des produits financiers qui sont échangés là-dedans, dans ce truc-là, dans cette espèce de moulinette. Donc vous avez un échange constant de « hop, j'envoie de l'argent pour acheter une action, je reçois une action ». Et puis au bout de 2 secondes, je suis plus satisfait, je revends mon action et hop, quelqu'un me l'achète. Et donc vous avez une moulinette sans arrêt là, qui fait varier la valeur des titres, d'accord ? Qui fait varier la valeur des actions. Et une toute petite partie quand même de l'épargne et de la création monétaire qui va alimenter ce marché primaire qui crée du coup des nouveaux produits financiers pour participer à la moulinette et du coup faire des variations de valeur. Là. Je vous ai remis un truc de taxe parce que l'État peut taxer. Alors il n'y a pas vraiment de taxe sur les marchés financiers, il y en a une en France, elle est toute petite, mais il y a aussi tout ce marché-là, en fait, c'est le marché du capital d'une manière générale. Là, ce n'est pas représenté sur le schéma, mais ce genre de marché, c'est ça aussi le marché de l'immobilier. D'accord ? Vous fabriquez une maison, et après, la maison, elle n'arrête pas de changer de main, et ça fait varier la valeur de la maison. D'accord ? Et donc, on est dans cette moulinette-là. Ça n'alimente pas l'économie réelle parce que la maison, elle est déjà construite, donc vous n'avez pas besoin de... Voilà, elle est là. Elle a alimenté l'économie réelle au moment où on l'a construite parce qu'il a fallu des ouvriers, il a fallu des ingénieurs, il a fallu des architectes
pour concevoir le truc, le construire. Et quand on l'a acheté à ce moment-là, là, ça a rémunéré des gens, ça a vraiment fait tourner l'économie réelle, ça a fait dépenses, revenus, pouf, l'usine qui fabrique un truc. Mais après, quand ça change de main, une fois que la maison est déjà fabriquée, là, on est là-dedans. D'accord ? Et on fait varier la valeur de la maison en faisant ce genre d'échange. Donc typiquement, les bulles spéculatives, elles sont là. Voilà. Les bulles spéculatives, c'est un machin. La valeur de choses qui existent déjà se met à enfler, 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 parce qu'on n'arrête pas de vouloir en acheter, en acheter, en acheter, en acheter. D'accord ? Et alors que l'économie réelle, elle est là, et on pourrait peut-être se concentrer sur fabriquer des vrais trucs, essayer de rémunérer les gens, etc., plutôt que... Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai de plus ? Ah oui, un truc en plus. La planche à billets des banques, elle peut être orientée vers le marché primaire, donc prêter à des gens, crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit pour les PME, crédit pour l'État, crédit pour les grandes entreprises, acheter des actions de grandes entreprises. Voilà, tout ça, c'est de la planche à billets marché primaire. Mais il y a aussi de la planche à billets marché secondaire. La banque va acheter des actions qui existent déjà, va acheter des titres de dette qui existent déjà. Et donc ça alimente cette valeur-là. Ça vient jouer un rôle de variation de valeur, mais ça ne finance absolument pas l'économie réelle là. D'accord ? Et puis, dernier point, vous avez cette histoire de quantitative easing dont on entend parler depuis maintenant un moment. Ça a démarré dès 2008 dans les banques centrales d'Angleterre et des États-Unis. Et puis, chez nous, c'est arrivé un peu plus tard, autour de 2015. La Banque centrale utilise sa planche à billets. D'habitude, elle prête uniquement aux banques pour faire en sorte que les euros privés circulent, là, comme je vous expliquais. Le marché financier s'est tellement pris une baffe en 2008 et après que les banques centrales se sont dit que ce serait pas mal d'intervenir directement sur ce marché secondaire ici pour maintenir les valeurs en bourse, parce que la bourse avait tendance à tirer l'économie réelle vers elle, vers le bas. Et d'ailleurs, comment ça s'opère, ce truc-là, Quand les valeurs se pètent la gueule en bourse, tous les acteurs qui sont connectés à cette bourse-là, donc ces marchés secondaires, deviennent dépressifs, en quelque sorte. Et donc là-dedans, vous avez notamment vos banques qui sont connectées à l'économie réelle en direct, parce que les prêts immobiliers, encore une fois, les prêts à la consommation, les prêts pour les PME, elles paniquent parce qu'elles voient les valeurs baisser là-dedans. Elles ont des titres financiers, et donc du coup, elles refusent de faire des crédits. Et puis en plus de ça, vous avez tous les gens qui sont là, qui ont une partie de leurs sous investis là-dedans, et qui se disent « mais moi, je vois mon épargne perdre de la valeur, il faut absolument que je lève le pied sur les dépenses pour me refaire, pour refaire mon épargne. J'ai perdu de la valeur, il faut que j'épargne davantage. » Mais les dépenses des uns sont les revenus des autres. Alors comme tout le monde lève le pied sur les dépenses, pas de crédit parce que les banques ne veulent pas, et puis les gens qui veulent épargner plus, moins de dépenses, moins de revenus, donc moins de salaires, moins d'intérêts, moins de dividendes, moins de tout ça, l'économie ralentit. Alors que pourtant, potentiellement, les usines seraient capables de produire plus. Donc ça, c'est typique de la crise financière. Voilà, bon, ça pose à peu près, on va pouvoir discuter après, mais ça pose à peu près les choses. Ça va ? Il y a des questions par rapport à ça déjà ? Des trucs pas clairs ? Ouais ? Oui, ok. Du coup, les billets qu'on a concrètement au quotidien, ça vient de la planche à billets de la Banque centrale ou des banques Ouais, alors les billets, ça vient effectivement de la Banque centrale. Donc je disais qu'il y a des euros privés. Donc les euros privés, c'est les euros électroniques en fait, les euros sur les comptes en banque. Par contre, il y a des euros publics. Et les euros publics, c'est effectivement la planche à billets, donc les pièces, les billets. Ça représente environ, je crois que c'est une dizaine de % de la masse monétaire. Donc la grande majorité, c'est pas les pièces et les billets. Mais oui, effectivement, ça vient des banques centrales, ça. D'accord, merci. D'autres questions, non ? Moi, je vois ce graphique et je me dis, on en a parlé tout à l'heure, c'était le début, il y a un problème environnemental. Donc en gros, il faut qu'on réduise la production. Est-ce que... parce que j'ai l'impression qu'on peut se dire qu'on va tertiariser de plus en plus l'économie pour éviter d'avoir à toucher en gros à
comment ça s'appelle, à la production primaire ou secondaire qui vont utiliser en gros des matériaux, de l'acier, l'agriculture, etc. Est-ce que ça serait une idée pour pouvoir permettre de garder un niveau de vie tout en réduisant notre impact écologique? Est-ce que finalement c'est un petit peu une fausse idée et qu'il faut aller plus en profondeur dans comment ça se passe et comment est-ce que tout ça fonctionne? Donc tu veux dire, la solution, ce serait quoi? En fait, j'ai l'impression que si on se dit qu'on est plus une société de service, on va consommer moins par rapport à la planète. Donc est-ce que c'est l'issue de notre... ça va être l'issue si on veut résoudre la crise économique avec une certaine forme de croissance, ou que finalement, c'est pas quelque chose de possible? Il y a un truc avec l'économie de service, c'est que... Alors, les services, ils sont limités par plusieurs choses dans les histoires de croissance économique. Donc, le service, ce serait quoi, par exemple? Alors, on peut dire, ouais, des services informatiques, machin, ouais, mais du coup, il y a besoin de serveurs, il y a besoin d'énergie, il y a besoin de téléphone, il y a besoin de... Bon, donc il y a une espèce de socle physique qui permet derrière les services. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, ce sera, ouais, mais ok, alors on va faire des services à la personne. Des aides à domicile, je sais pas, des trucs comme ça. Alors là, le truc, c'est que pour que moi, je puisse profiter d'un service, il faut que j'ai du temps libre, en fait. Pendant que je travaille, à la limite, quelqu'un peut venir me livrer ma bouffe, peut-être, je sais pas, un truc comme ça, mais à un moment donné, le service à la personne, il faut une certaine quantité de temps libre pour que ça marche. Et même si j'avais 24 heures de temps libre, j'aurais 24 heures, et du coup, pas plus. Donc les histoires de service à la personne, pour moi, c'est limité par, encore une fois, le monde réel. C'est un service, ça se fait dans un temps donné, à un certain nombre de personnes. Donc ce nombre de personnes, il est limité. Ce temps donné, il est limité. Donc à un moment donné, tu rentres dans un mur quand même avec les histoires de service. Alors, j'ai l'impression en tout cas. Après, je pense que c'est les deux limites principales. Voilà. Et sachant que pour pouvoir avoir des services, tu es obligé quand même d'avoir, encore une fois, ce socle de production matérielle. C'est-à-dire que d'abord, tu produis tout ce dont tu as besoin pour vivre. Donc, il te faut ta nourriture, il te faut ton énergie, il faut avoir chaud, il faut avoir les habits, il faut avoir les moyens de transport, Donc, tout ça, c'est physique. Et après, derrière, une fois que tu as sécurisé ça, tu peux commencer à réfléchir aux histoires de services. Et est-ce que le fait de rajouter des services, ça ne nécessite pas, du coup, plus de transport, etc. Et en fait, c'est toujours connecté à la réalité, à une production industrielle. Ça, c'est une question qui me semble vraiment complexe. Je ne pense pas que la réponse soit évidente. D'autres questions? J'ai encore quelques slides avant qu'on lance la discussion. Donc, voilà. Mais si vous avez des questions quand même sur le schéma. Ouais. Alors, le truc, alors c'est compliqué, hein, c'est vraiment on pourrait y passer des heures. L'idée des marchés secondaires, c'est de dire on veut que les prix dépendent d'agents privés qui donnent leur avis sur la valeur des choses. C'est un peu ça l'idée derrière les marchés. C'est, j'ai un produit, alors j'ai une entreprise qui produit quelque chose, par exemple des téléphones. Ok, l'entreprise fixe le prix des téléphones. Mais d'un certain côté, puisque l'entreprise est cotée en bourse, on a les gens qui donnent leur avis sur la valeur de l'entreprise et donc sur la valeur des téléphones. Et donc, par rapport à la valeur, j'en sais rien, des chaises, des tables, de tas d'autres services, etc. Ils pourraient acheter les entreprises qui font les chaises, les tables ou autre chose, mais ils achètent l'entreprise qui fait des téléphones. Donc, c'est un peu comme si les gens donnaient leur avis sur la vraie valeur dans la société des téléphones par rapport à tout le reste. C'est un peu ça l'idée derrière ce truc des marchés. Et donc, s'ils ne sont pas convaincus sur le fait que les téléphones, ça a de la valeur, ils vendent les actions. Et s'ils sont convaincus sur le fait que les téléphones, ça a de la valeur, ils achètent les actions. Et comme on ne sait pas quelle est la valeur d'un téléphone par rapport à tout le reste de ce qu'on produit dans la société, ça peut être, c'est peut-être pas une idée débile de dire on demande à chacun son avis. Et puis comme ça, on obtient un prix. Et puis le prix, c'est la valeur du truc par rapport à tout le reste. C'est un choix politique d'utiliser un marché plutôt qu'autre chose pour décider de la valeur de tout ce qu'on produit. Alors le problème du marché, du coup, c'est que, numéro 1,
bah, ça ressemble à de la démocratie, mais en fait, c'est de la démocratie censitaire, parce que moi, mon pouvoir de décision sur la valeur des téléphones, bah, il dépend de la taille de mon portefeuille. Parce que c'est combien d'actions je peux acheter, combien je peux y aller pour essayer d'influencer le prix et dire que je suis d'accord avec le fait qu'un téléphone, ça a de la valeur ou pas. Alors, si je suis milliardaire, bah, je peux faire ce que je veux, je peux faire bouger plein de trucs, j'ai un super pouvoir pour décider de la valeur des choses. Mais si je n'ai pas d'épargne, je n'ai pas de pouvoir. Donc, c'est vraiment le coup de t'es riche, tu as le droit de voter, t'es pas riche, ton avis compte pas. Donc, premier point. Deuxième point, le problème des marchés, c'est que on a l'impression que sur les marchés, les gens donnent leur avis sur les choses. Mais en vrai, les gens, ils ne donnent pas leur avis sur les choses. Les gens, ils ont envie de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, ça veut dire être d'accord avec tous les autres. Mais être d'accord avec tous les autres, ça veut dire ne pas donner son opinion. Ça veut dire essayer de sentir quelle est l'opinion de la majorité et se ranger derrière la majorité, même si je ne suis pas d'accord. D'accord ? C'est le coup de « ça ne sert à rien d'avoir raison contre le marché ». Si tout le monde achète et que moi je dis non, 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 c'est vraiment débile, ça ne vaut rien ce truc, et je vends, eh ben je perds. Le prix monte, moi j'ai vendu, j'aurais pu participer à la hausse. Donc résultat, quand je suis un investisseur là, qui gère l'épargne des gens et qui leur dit je vais vous faire du rendement, etc., il ne donne pas son opinion. Et d'ailleurs, ça pose aussi le problème du vous mettez votre argent dans un fonds d'investissement, vous n'exprimez pas votre opinion. Vous laissez le gérant exprimer une opinion à votre place, qui n'est pas forcément celle que vous avez sur la valeur des choses. Et lui, de toute façon, il n'exprime pas une opinion autre que je regarde un peu tout le monde et j'essaye de me ranger dans la vie de la majorité pour suivre le courant. Donc ça, malheureusement, quand le courant va vers le haut, quand ça monte, tout le monde est acheteur, ça va bien, les prix montent, etc. Et puis quand par contre il y a une panique qui s'enclenche, tout le monde se met à vendre. Et là, du coup, c'est pareil, ça se nourrit. Je suis persuadé que tout le monde va être vendeur, donc je vends. Le prix baisse, ça me fait peur, je veux vendre encore plus. Je suis persuadé que tout le monde est vendeur, je vends, je continue de vendre. Le prix continue de baisser et ça se nourrit. Et donc, du coup, ça s'écrase. Alors, du coup, parce que les marchés, en vrai, ne fonctionnent pas du tout comme on voudrait qu'ils fonctionnent, ils ont ces histoires de quand tout le monde est persuadé que ça monte, quand tout le monde est euphorique, bah, ça monte parce que j'achète, et donc comme j'achète, je vois que ça monte, donc je suis content, donc j'achète plus, donc ça monte, donc je suis content, donc j'achète plus, etc., etc. Et à l'inverse, et bah, du coup, pour éviter d'emmener à chaque fois l'économie réelle dans le marasme économique, et bah, on va avoir des banques centrales qui vont essayer de venir soutenir les valeurs sur les marchés. Ce qui finalement montre à quel point les marchés ne marchent pas du tout comme l'idéologie politique nous le raconte. Voilà. Mais bon, les banquiers centraux, eux, on leur confie un mandat, on leur dit voilà, il faut viser un certain niveau d'inflation. Pour que l'inflation atteigne le niveau voulu, il faut que l'économie réelle tourne bien. Pour que l'économie réelle tourne bien, il ne faut pas que les marchés soient dépressifs. Or, les marchés, ils nous font des cycles, des boucles de rétroaction négatives, là où ils s'effondrent et ils deviennent complètement dépressifs. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de les soutenir comme je peux, parce que sinon, j'atteindrai jamais mon mandat d'inflation dans l'économie réelle. Voilà. Donc la conséquence, c'est on se retrouve avec des histoires de bulles spéculatives, on ne sait pas trop où elles sont. On pourrait se dire il faut que ça pète parce qu'il faut nettoyer le système. D'un autre côté, tu veux nettoyer le système, en vrai, ce n'est pas du tout que les prix vont retomber à un niveau honnête. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un niveau honnête ? De toute façon, les marchés, ce n'est pas l'honnêteté des gens qui donnent leur avis sur les choses. C'est une espèce de chaos où les gens se suivent, parfois non, parfois c'est... Voilà, donc je ne sais pas vraiment quoi répondre à ta question autre que les conséquences, c'est que du coup on maintient un système. À la fois c'est tant mieux qu'on le maintienne parce que si on ne le maintient pas et que ça pète, clairement il y a l'économie réelle qui se plante derrière. Mais de l'autre côté, c'est un système qui a un peu ni queue ni tête de toute manière. Donc, d'autres questions ? Oui. Ouais. Juste une question sur... Il n'y a pas de flèche de l'épargne vers les revenus. Pourquoi ? De l'épargne vers les revenus, alors de l'épargne vers les dépenses, tu veux dire ? Vers les revenus, c'est-à-dire que pour moi, l'épargne génère un revenu. C'est mécaniquement. L'épargne génère un revenu ?
l'épargne dans les marchés secondaires, de l'achat d'une action, Ah oui, génère oui, un donc revenu en fait, sous forme de dividendes, par exemple. En fait, tu vas avoir une. Oui, d'accord. Donc en fait, ton épargne là, elle va sur les marchés financiers, ok. Et quand tu vends, hop, ça revient dans ton truc là. Donc, tu envoies ton argent pour acheter une action, d'accord. Donc là, ton épargne, elle est là. Je sais pas, tu as 10 €. Tu achètes une action, donc maintenant tu possèdes une action, donc tu es là. Ton action, elle vaut 10 €, elle vaut 12 €, tu la vends, hop, tu reviens là. Et tu as 12 €. Ok. D'accord, donc il pourrait y avoir une flèche vers les dépenses. Après, tu pourras avoir une flèche là. D'accord. Mais du coup, ce serait les dépenses à toi. C'est-à-dire, il ne faut pas croire, c'est pas je mets mon épargne et comme ça, Jean-Michel peut dépenser. Non, c'est moi, je mets mon épargne et après, je peux dépenser. Tu vois, ça reste connecté à la personne qu'il a. Donc, ce serait une flèche pas macro, en quelque sorte. D'accord. C'est une flèche individuelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faudrait pas confondre à parce que les particuliers mettent de l'épargne, alors les entreprises peuvent dépenser. Non, non. Parce que moi, je mets de l'épargne, moi, je peux dépenser. Et donc peut-être, effectivement, j'ai fait un tour sur les marchés financiers, j'ai augmenté mon épargne et je peux dépenser plus. D'accord? Mais c'est moi, pas quelqu'un d'autre. Si une entreprise met sur les marchés, elle fait un passage par les marchés financiers, elle gagne plus d'épargne, elle peut dépenser plus. Cette entreprise-là. D'accord? Ça va, c'est clair? On va dire que oui. D'autres questions? Bon, j'enchaîne vite fait sur le dernier schéma que je voulais vous montrer. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ce truc-là. Alors, un autre machin. On pourrait tenter de faire une flèche un peu comme ça. C'est-à-dire de se dire, finalement, quand moi, je vais faire un crédit à la banque, je ne passe pas par les marchés financiers. D'accord ? Pourtant, je vais bien taper dans la planche à billets de la banque, parce que la banque me fait un crédit immobilier, encore une fois, elle n'utilise pas l'épargne de qui que ce soit pour me prêter les sous, elle fabrique l'argent que je vais utiliser pour m'acheter ma maison derrière, ou mon appartement. Et donc, on pourrait mettre une flèche directement depuis les banques vers les épargnants. Et même, on pourrait mettre une flèche depuis les banques vers les entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises. Quand vous avez besoin d'un crédit et que vous êtes une petite boîte, vous pouvez aller voir directement une banque qui va pas besoin de passer par les marchés financiers. En vrai, nous, même si moi je voulais un crédit immobilier en allant demander au marché financier, je ne pourrais pas, ça ne marche pas, je n'ai pas accès au marché financier. Mais j'ai choisi de mettre la flèche comme ça parce qu'en fait, ce que font les banques, c'est qu'elles prêtent aux particuliers et derrière, les crédits, elles les revendent sur les marchés financiers. Et donc, au final, c'est un peu comme si les marchés financiers avaient prêté directement aux particuliers. Voilà. Alors, c'est toute l'histoire des subprimes, des crédits subprimes. C'est ce qu'on appelle la titrisation. Donc, en gros, elles vont transformer les crédits d'une certaine manière. Elles vont les foutre dans des espèces de... Alors moi, j'imagine une espèce d'immense boîte qui se remplit d'argent. Et après, vous avez accès à des robinets qui sont connectés à ces boîtes. Et les robinets sont plus ou moins bas dans la boîte. Donc, quand ils sont très bas dans la boîte, vous avez accès à tout l'argent qui est au-dessus. Et quand vous êtes très haut dans la boîte, il faut que la boîte soit remplie à un certain niveau pour que le robinet coule. Donc plus le robinet il est haut dans la boîte, plus il est risqué, parce qu'il faut attendre que ça se remplisse avant que ça puisse couler. Et quand le robinet il est tout en bas de la boîte, celui-là il n'est pas risqué du tout. Parce que dès les premiers sous qui rentrent dans la boîte, ça y est, on a accès à un versement. Et donc en gros, les banques vont vendre des droits d'accès à ces robinets. Et c'est ces trucs-là que vont acheter les fonds d'investissement sur les marchés. Et comme ça, on arrive à connecter des prêts qui sont faits à des particuliers au marché financier. Parce qu'évidemment, le truc, c'est que dans cette espèce de boîte-là imaginaire, vous avez des milliers, peut-être des dizaines de milliers de crédits différents, donc de personnes différentes qui remplissent la boîte. Et donc, vous n'allez pas vendre les crédits indépendamment à des fonds d'investissement. Il faut voir que le plus gros fonds d'investissement au monde, c'est BlackRock, qui a un truc comme, je crois que c'est 9 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. BlackRock, c'est 16 000 employés. BNP Paribas, ça crée à peu près 2 500 milliards de dollars de planches à billets, de crédits divers. Alors, voilà, je simplifie, mais à peu près 2 500 milliards de crédits divers, c'est un truc comme 200 000 employés. Donc, il faut 200 000 employés pour
pour regarder les crédits indépendants de plein de gens comme ça à qui on va prêter. Et après, on refourgue ça à un fonds qui, lui, n'a que 16 000 personnes pour analyser le truc. Donc, il a plus de 10 fois moins de cerveau pour analyser le truc. Donc, on lui prémâche le travail d'une manière ou d'une autre. Et forcément, comme on lui prémâche le travail, le jour où il a un doute sur le fonctionnement de la boîte et des robinets et des trucs, il est incapable de l'analyser, c'est beaucoup trop compliqué, il panique, il vend ça comme si c'était nul, et on a la crise des subprimes. C'est clair là où je vous ai perdu? Du coup, je voulais quand même... donc voilà, on pourrait se dire que c'est connecté comme ça, et en vrai ça l'est, mais parce que les banques titrisent et essayent de refourguer les crédits qu'ils ont faits au marché financier, en fait, moi je le représente directement comme ça, comme si les particuliers étaient connectés directement au marché financier. Enfin, au marché financier et à la planche à billets. Encore une fois, la banque ne revend pas tous les crédits qu'elle fait, elle en garde une partie. Donc pour la partie qu'elle garde, c'est bien de la création monétaire. Par contre, pour la partie qu'elle arrive à revendre sur les marchés, alors là, on recycle l'épargne. Et le schéma d'après devrait vous aider à comprendre ça. Vous êtes familier avec la notion de bilan comptable actif-passif? Pas du tout? Ok, alors. Du coup, l'idée, c'est pas très compliqué. Hein, l'idée, c'est de dire, si j'ai 100 €, ça vient d'où? Voilà. Soit on me les a prêtés, soit non, c'est à moi, je les ai gagnés, c'est mon capital, on va dire. Okay, donc à chaque fois, à l'actif, on dit ce qu'on a, et au passif, on dit ça vient d'où. Donc là, si je prends les banques, d'accord, qu'est-ce qu'elles ont dans leur bilan? Elles ont de la dette de l'État parce qu'elles ont prêté à l'État. Elles ont de la dette et des actions des entreprises parce qu'elles ont prêté et elles ont financé des entreprises en achetant leurs actions. Et puis, elles ont la dette des gens normaux, quoi, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers, etc. D'accord? Parce qu'elles ont fait des crédits. Bon, maintenant, d'où le truc, c'est qu'en face de ça, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait la banque? Elle a créé de la monnaie à chaque fois. D'accord? Donc, en face de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'argent sur des comptes. Hein, la banque crée 100 000 € pour moi je le dépense, hop, c'est Josiane qui a 100 000 € sur son compte. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 100 000 € de crédit d'un côté, c'est ça, c'est le crédit à moi, que j'ai fait à la banque, et en face, on a 100 000 € parce que c'est Josiane qui a 100 000 € sur son compte, qui derrière est libre de le dépenser, etc. Et ça circule, et ça circule. Mais c'est toujours des sous sur un compte. Donc ici, vous pouvez imaginer que vous avez vous avez les travailleurs avec leur argent sur leur compte, et vous avez les bénéfices des entreprises avec leur argent sur leur compte. Et la somme de ces deux colonnes-là est égale à la somme de cette colonne-là. Parce que forcément, quand moi je dis que j'ai des sous là, ils sont où les sous? Ils sont là, à la banque. D'accord? Donc mon actif à moi est le passif de la banque. Est-ce que ça a un sens ce que je raconte? Alors le truc que j'ai oublié de dire, c'est il faudrait que je rajoute qu'il y a aussi des gens qui ont des dettes, parce que forcément il y a ces dettes-là, et ça aussi c'est un passif de leur côté. Donc, mais l'idée que je veux ici faire passer, c'est que la banque a des titres financiers, des crédits, des actions, etc. Grâce à ça, elle a fabriqué la monnaie. Okay, parce qu'elle achète un titre, elle crédite un compte en face. Donc il y a forcément autant de titres que d'argent, parce que c'est la banque qui a tout acheté au départ. Et du coup, ici, vous avez plein de travailleurs et des entreprises qui peuvent avoir des sous sur leur compte. Et le compte, il est là, parce que la monnaie, elle a circulé dans l'économie. Genre, par exemple, quand j'ai acheté ma maison, j'ai fait un crédit de 100 000 €. D'abord, les euros, ils étaient sur mon compte. Et puis après, j'ai payé l'entreprise qui a fabriqué la maison. Donc les 100 000 €, maintenant, ils sont sur le compte de l'entreprise. Et voilà, ça, c'est les sous sur le compte de l'entreprise. C'est les bénéfices de l'entreprise. D'accord? Ou alors, j'ai fait un crédit de 100 000 €, mais j'ai acheté la maison de Josiane. Et donc, du coup, là, hop, c'est Josiane qui a 100 000 € sur son compte. D'accord? Donc, au final, l'argent est bien quelque part. Les banques créent la monnaie, cet argent circule, et l'argent, il tombe sur les comptes de la population, quoi. Les entreprises et les gens. Donc ça, c'est l'économie telle qu'elle serait câblée s'il n'y avait pas de marché financier. En fait, une fois que l'argent est créé, il est dépensé, et à un moment donné, il s'arrête sur le compte de gens qui disent voilà, c'est mon épargne, je le laisse là. Puis un jour, peut-être que je m'en servirai pour acheter un truc, mais en attendant, il est là, il ne bouge pas.
Donc voilà, il est là, il est là. Et du coup, il est là, donc ça c'est à l'actif, c'est des choses que les gens possèdent, et donc du coup, il est au passif de la banque. Le passif de la banque, c'est ce qui est marqué sur les comptes des gens. D'accord? Ça va, je vous perds pas trop? Alors c'est là maintenant que je vais vous perdre. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on met des marchés financiers avec des fonds d'investissement? Ben, vous rajoutez une entreprise, là, entre les deux, qui dit, OK, vous, là, les épargnants, vous avez des sous sur votre compte. Filez-moi vos sous. Donnez-les-moi. Donc à quoi ça ressemble après? Ça ressemble à ça. Là maintenant, du côté des banques, on a les dépôts des entreprises et des gens. Donc il reste des sous sur les comptes des gens. Ils n'ont pas tout donné au fonds de pension, au fonds de gestion, là. Mais il y a une partie des sous, là, et puis là, poup, qui se retrouve là maintenant. C'est sur le compte du fonds de gestion. D'accord? Alors le fonds de gestion, il a des sous sur son compte, on le voit là. Hop. Pareil, il a un compte à la banque. Hein. Le fonds de gestion, il est comme tout le monde. Il est obligé d'avoir un compte en banque. Donc il a des sous là. Donc vous voyez, avant, ces sous, ils étaient connectés à eux. Maintenant, ces sous, ils sont connectés à lui, là, ce truc-là. Et en face, qu'est-ce qu'il a? Il a un mandat de gestion. Le mandat de gestion, c'est un contrat qui dit « Promis, je fais de mon mieux, je vous fais gagner des sous, je vous achète que des trucs cool, 3% rémunérés. Voilà, ça peut être un peu n'importe quoi. » Donc là, eux, maintenant, ils ont une partie de leur patrimoine. Ils en ont une partie, c'est toujours des sous. Et ils ont une partie de leur patrimoine, c'est placé, c'est lui qui en a la charge. Bon, pour l'instant, c'est toujours des sous. Qu'est-ce qu'il va faire le fonds de gestion? Il va acheter des produits financiers. Mais ils sont où les produits financiers dans mon économie? Ils sont là, en fait. Donc, tac. D'accord? Avant, les produits financiers, ils étaient au niveau de la banque, là. Et maintenant, ils sont là. Mais du coup, ils sont allés où les sous? Ils sont détruits. Quand vous rendez de l'argent à la banque, elle détruit la monnaie en fait. Elle ne doit plus rien à personne. Avant, le fonds de gestion, il avait des sous sur son compte. Il a utilisé ses sous pour acheter des produits financiers. Donc, combien il a sur son compte? 0. Et combien les gens ils ont sur leur compte là? Il leur reste ça évidemment, mais tout ce qui est là, il n'y en a plus non plus. Donc en fait, la monnaie a été créée, puis détruite. Ce serait l'équivalent de dire, je fais un crédit de 100 000 euros, d'accord? Je transfère les 100 000 euros à Josiane qui me vend sa maison, d'accord? Donc du coup, moi, je dois rembourser qui? La banque. Et la banque, elle vend ma créance à Josiane. Du coup, maintenant, je dois rembourser Josiane. Donc Josiane, elle n'a plus 100 000 euros sur son compte. Elle a mon titre de créance. Je dois la rembourser, elle. Il n'y a plus de monnaie, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui va poser problème pour moi pour rembourser. Mais en vrai, il n'y a jamais plus de monnaie, il en reste toujours un peu. Exactement comme là. Là, il reste toujours des dépôts. D'accord? Et pourquoi est-ce que la banque, elle fait ça? Pourquoi est-ce que la banque, elle va vendre ses titres à ce fonds-là? En fait, l'idée, c'est que la banque, elle crée la monnaie, et puis au bout d'un moment, elle en a créé vachement, et elle se dit, il y a quand même des risques que les gens ne remboursent pas, d'accord? Donc, à un moment donné, je ne peux pas faire une infinité de crédits. Parce que même si mon risque, c'est 0,001% de ce que j'ai prêté qui ne va pas être remboursé, ce risque, il existe. Et ce risque, il peut être absorbé que par les actionnaires de la banque. Or, les actionnaires, ils ont mis un petit peu de sous pour lancer le business, et puis après, ils laissent tourner. Mais tant qu'il n'y a qu'un petit peu de sous pour faire tourner le business, il n'y a qu'une certaine quantité de crédit que la banque peut faire. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, la quantité de crédit devient trop importante et du coup, on peut ruiner les actions. Si on fait une perte, la perte est tellement immense qu'on liquide tout de suite l'argent mis par les actionnaires. Donc, les banques sont limitées. Au bout d'un moment, le bilan ne peut plus grandir, elles ne peuvent plus faire de crédit. Donc, elles refilent leurs créances, elles refilent leurs titres à des fonds d'investissement. Comme ça, vous voyez que le bilan est beaucoup plus petit maintenant. Et donc, on peut de nouveau faire tourner la planche à billets pour faire regrandir la quantité de monnaie et regrandir la quantité de produits financiers. Sinon, la banque, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait attendre que les crédits soient remboursés. Je prête à 30 ans, j'attends que ce soit remboursé. Quand c'est remboursé, le mec me rend l'argent, donc du coup je détruis la monnaie, la créance disparaît, ça libère de l'espace sur le bilan, je reprête à 30 ans et je réattends 30 ans. Si je n'ai pas envie de faire ça, d'accord, je trouve le moyen de vendre cette créance à 30 ans à un fonds d'investissement. Pareil, c'est une forme de destruction de la monnaie.
Et comme ça me libère de l'espace sur mon bilan pour continuer de fabriquer des titres, des dettes, acheter des actions, je sais pas quoi. Et quelque part, et aussi, très important, il y a deux manières du coup pour la banque de gagner de l'argent. Soit elle fait des nouveaux crédits ici, qui vont être associés à des intérêts, machin truc, soit elle se débrouille pour faire augmenter la valeur de ces trucs-là. Ça va surtout être la valeur des actions qui va augmenter. Et donc en fait, si la valeur des actions augmente, je les ai achetées 10, mais maintenant elles valent 20, bah, j'ai gagné 10. Je n'ai pas besoin de les vendre. Hein. D'accord ? Je déclare qu'elles valent 20, et ça suffit pour avoir gagné de l'argent. Comptablement en tout cas. Okay ? Et donc c'est exactement ce que font les fonds d'investissement aussi. Ils achètent ces trucs-là, parce qu'ils espèrent que ça va prendre de la valeur. Aussi parce qu'ils récupèrent des intérêts, mais... Bon voilà, alors j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec mon histoire. Mais donc il y a toute cette idée de shadow banking, on entend parler du shadow banking aujourd'hui. Le shadow banking, c'est l'idée de passer d'un monde de ça, où les banques sont ras la gueule de produits financiers, elles ne peuvent plus créer de la monnaie. Alors du coup, on essaye de balancer les produits financiers à des fonds de pension, enfin à des fonds d'investissement pour libérer de l'espace là, pour pouvoir faire plus de création monétaire. Évidemment, le problème de ça, c'est, si on revient à mon schéma d'avant, cette création monétaire là qu'on libère, on libère de l'espace pour la création monétaire. Est-ce que c'est de la création monétaire qui va aller là, d'accord ? Enfin plutôt hop, pour financer les agents de l'économie réelle, les dépenses de l'économie réelle et faire tourner le système et des emplois et des salaires, etc. Ou est-ce que c'est de l'argent qui va aller là, pour acheter d'autres produits financiers, faire monter la valeur des produits financiers et donc faire tourner cette moulinette ici et faire monter la flèche de la valeur sur les marchés. Et ça, pour le coup, c'est uniquement spéculatif et ça ne crée pas d'emplois, ça crée des emplois dans le marché de la finance. D'accord ? Mais c'est pas beaucoup d'emplois par rapport au nombre de gens qui cherchent un taf dans l'économie réelle. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous montrer. Alors, si vous avez plein de questions, allez-y. Merci beaucoup pour cette explication déjà. Alors, j'ai une petite question pour commencer, un petit peu une méta-question. Dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui se destinent probablement à des carrières en finance. Est-ce que tu aurais un message à leur donner, sachant que tu as quand même passé plusieurs années auprès de la BNP ? Alors, moi, je ne vais pas être... J'ai quitté la finance parce que j'ai commencé à réfléchir à quoi ça servait mon métier. En gros, on m'a jamais expliqué des trucs comme ça. Tous les cours que j'ai eus, c'était des cours où on me disait comment on va valoriser une action, comment on va valoriser une entreprise, comment on va valoriser truc, machin. J'avais aucune idée de ces histoires d'économie réelle, comment ça tournait, à quoi servait une banque, à quoi servaient les marchés financiers, etc. Ça, c'était complètement obscur pour moi. Donc, quand je suis arrivé en finance, je me suis un peu amusé à essayer de... Au début, on arrive, c'est nouveau, c'est chouette, on essaie de comprendre comment ça marche, c'est compliqué. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, OK... Donc c'est cool, je pense que j'ai compris. Maintenant, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert concrètement. Ok, je sais calculer le PNL du desk, ok, je sais faire un bidasque sur tel machin sans perdre de thunes, je sais pas quoi, mais ça sert à quoi tout ça ? Je veux dire, si je le faisais pas, il se passerait quoi ? Et donc, en cherchant, je me suis dit, ah oui, d'accord, non, merci, je veux absolument participer, je veux pas participer à ce truc-là. Donc en gros, ma conviction profonde, c'est que ces histoires de marché financier, ça sert vraiment pas à grand-chose. Ou en tout cas, ça sert à faire des choses auxquelles moi, je ne crois pas. Voilà. Enrichir les riches, pas financer la transition énergétique, voilà, des trucs comme ça. La spéculation, des trucs pas cool. Donc, j'ai dit que je ne voulais pas participer à ce truc-là, et donc j'ai décidé de sortir. Maintenant, il y a toujours cette idée de oui, mais si on veut changer la finance, il faut la changer de l'intérieur. Alors peut-être. Moi, je pense qu'à mon niveau, au moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment pas utile cette histoire de marché financier et tout, j'étais à un niveau tellement bas qu'il n'y avait aucun espoir de le changer de l'intérieur. Donc pour moi, c'était la décision la plus logique, c'était de sortir. Maintenant, est-ce que c'est possible de changer la finance de l'intérieur en montant au niveau, je sais pas quoi, puis après, je sais pas, peut-être. Moi, j'ai l'impression que le changement viendra plus du politique que du financier en lui-même.
Mais peut-être. Donc, le message que j'aurais à donner, c'est, à mon sens, posez-vous vraiment la question de savoir si vous êtes d'accord avec ce mécanisme de la finance, parce que le jour où vous réaliserez que vous n'êtes pas d'accord, si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas d'accord, le jour où vous le réalisez, ça peut être un sacré coup au moral, quoi. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir sortir, parce qu'il y a aussi des gens, ils réalisent ça, mais voilà, ils ont 3 enfants, un crédit, ils n'ont jamais fait autre chose, 15 ans d'expérience dans le truc, ils n'arrivent pas à changer de voie, ou ils ont peur de changer de voie, et donc du coup, ça mène à une forme de dépression, c'est vraiment pas terrible. Donc, voilà, posez-vous les bonnes questions avant de vous lancer là-dedans. Tu as parlé du politique assez rapidement. Aujourd'hui, quels sont les leviers politiques, et notamment, on a parlé un peu de la BCE, et les leviers politiques européens, mais aussi nationaux, qui permettent à une conviction d'influencer les marchés financiers, et notamment les directions des flux financiers? Est-ce que c'est des leviers qui sont utilisables pour, notamment, on parle souvent de financer la transition énergétique ou écologique en général? Ouais, alors, du coup, j'ai l'impression qu'on peut voir les choses en se disant, il y a ce qui est possible dans le cadre actuel et ce qui est possible d'une manière générale, ce qui est envisageable, ce qui ne semble pas débile et qui pourrait tourner sans créer des bulles spéculatives, des instabilités, faire péter le système d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui est envisageable sans faire péter le système, c'est l'infini, quasiment. On peut penser à 1001 façons de réorganiser cette plomberie pour réussir à financer ce qu'on veut. On peut passer par l'État, on pourrait connecter l'État à la Banque centrale, on pourrait connecter la Banque centrale à des projets, on pourrait connecter des banques privées à la Banque centrale qui, derrière, financerait. On peut rêver tout ce qu'on veut comme forme de plomberie. Franchement, là, tout ce qu'on veut. Maintenant, dans le cadre actuel, les limites, c'est numéro 1. En fait, les limites, c'est financer la transition énergétique, ça ne rapporte pas d'argent. Ça rapporte pas, c'est pas rentable. Si c'était rentable, en fait, le marché le ferait tout seul. Le marché financier, ça finance ce qui semble rentable. Donc, dès que c'est rentable, il y a les sous. Quand c'est pas rentable, par contre, du coup, il n'y a pas les sous. Alors du coup, la grande question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une institution qui pourrait financer des trucs que les marchés estiment pas rentables? Bah oui, l'État. C'est le rôle de l'État, normalement. Et d'ailleurs, c'est débile de croire qu'un truc est intrinsèquement rentable par essence. Il est rentable parce qu'on a une économie qui est organisée d'une certaine manière, et tant qu'elle est organisée de cette manière-là, ce machin-là n'est pas rentable. Mais si tu commences à décaler l'organisation de ton économie, ce machin-là va devenir rentable. Mais avant de réussir à décaler tout le bousin pour que ce truc-là soit rentable, ça va te coûter énormément d'argent, d'investissement, d'infrastructure, pour décaler le système. Qui est prêt à faire ça, sachant que ce décalage, il va mettre 20 ans, 30 ans, c'est sur des durées très longues? On pourrait se dire, voilà, c'est le rôle de l'État, politique industrielle. Pour l'instant, le privé n'y croit pas. Moi, je vais y mettre des centaines de milliards, je vais tout transformer, il y aura de la piste cyclable partout, et vous verrez, le vélo, ça va devenir un truc super rentable de faire des vélos. Pour l'instant, le privé n'y croit pas. Mais moi, je vais mettre les sous pour transformer le système pour que, du coup, ça devienne rentable de fabriquer du vélo. Je donne un exemple débile, le coût du vélo, mais évidemment, ce n'est pas forcément la solution. Mais donc, on se dit, OK, donc c'est l'État qui peut le faire. Ah bah oui, mais l'État, il finance sur les marchés financiers. Et les marchés financiers, s'ils n'y croient pas, ils disent non. Et en plus de ça, on est dans un système où on dit pas plus de 3% de déficit public. Si tu veux te mettre à financer des infrastructures très très lourdes, c'est sûr qu'il faut faire du déficit. C'est l'idée. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Toutes les startups savent ça. Tu commences par dépenser une blinde avant d'espérer avoir un retour sur investissement. Donc là, voilà, l'État, il faudrait qu'il se place dans cette position-là. Clairement, aujourd'hui, on a un système qui fait qu'on n'arrête pas de dire « Ah oui, mais il y a trop de dettes. Ah oui, non, il ne faut pas le déficit public, machin. » Donc, bon, non, ça n'a pas l'air très envisageable, ce truc-là. Alors, quelle autre institution? Le problème, c'est qu'à part l'État, tout est privé. Donc, rien, en fait. Alors, peut-être la Banque centrale. La Banque centrale, elle est semi-privée, publique. Mais la Banque centrale, elle dit « Ah non, 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 moi, je gère l'inflation. C'est marqué dans mes contrats, dans mes traités européens. C'est l'inflation, rien d'autre. » À la limite, il y a une petite alinéa marquée, il faut faire gaffe à ce que les marchés financiers n'explosent pas, donc je fais du quantitative easing, machin, parce que pour ne pas faire exploser les marchés, justement. Mais ce n'est pas marqué transition énergétique, vert, je ne sais pas quoi, donc je ne le fais pas. Alors,
Du coup, on change les traités peut-être. Voilà. C'est vraiment pas évident. Alors après, il y a aussi des pays. Donc là, moi, je raisonne zone euro. Mais on va avoir des pays qui ont leur propre monnaie et qui vont fonctionner différemment. Par exemple, les États-Unis, ils ont pris un tournant. En fait, c'est arrivé dans les années 80, hein, l'idée de l'État qui n'est pas un investisseur dans l'économie pour vraiment fabriquer des richesses dans l'économie. On dit maintenant beaucoup, c'est les entreprises qui fabriquent les richesses. Mais quand l'État construit une route, c'est une richesse ou pas? Quand l'État finance l'assurance sociale, c'est une richesse ou pas? Donc, maintenant, on est dans une idéologie où on dit non, c'est les entreprises qui fabriquent les richesses. L'État, lui, c'est l'arbitre. Il a construit à la limite le ring pour que les entreprises se battent là, dans la concurrence. Il a créé les règles du jeu, il gère la loi, etc., pour que les contrats soient respectés, machin. Mais voilà, c'est tout. Il ne se lance pas. Ça, c'est depuis les années 80. Du coup, on est dans cette vision des choses où on se dit qu'il n'y a que les entreprises qui peuvent créer de la richesse, nous emmener dans une direction ou une autre. Mais ces entreprises, nous y emmènerons que si c'est rentable. Et comme l'économie aujourd'hui n'est pas verte, par définition, le vert n'est pas rentable. Et donc, on est un peu bloqué. Alors, on pourrait avoir, encore une fois, cette histoire d'État américain qui, lui, institutionnellement, il n'est pas bloqué. Nous, on est bloqué institutionnellement. C'est vraiment marqué dans les règles européennes. La Banque centrale n'a pas le droit de financer les États. Elle n'a pas le droit de financer des trucs verts, etc. L'État ne doit pas faire de politique industrielle. Enfin, c'est un peu difficile. Aux États-Unis, ce n'est pas marqué ça. Ils pourraient, eux. Mais ils sont coincés dans cette idéologie de se dire « Ah, ça doit venir du privé quand même ». Alors, à voir les histoires de Biden qui a lancé un plan d'infrastructure important. Est-ce que derrière, ça pourrait enclencher quelque chose et du coup motiver les Européens à transformer un peu les traités pour laisser plus de marge à de l'investissement public. Pourquoi pas? Justement, on va revenir un petit peu sur une question d'actualité. Aujourd'hui, l'inflation est à 5% en Europe et pour moitié, cela semble être dû à l'augmentation des prix du gaz. A priori, une taxe carbone aurait un petit peu le même effet sur la contrainte énergétique. Et la conséquence assez naturelle pour la BCE, c'est de réduire le quantitative easing, d'injecter moins de monnaie dans l'économie. Donc est-ce qu'à terme, avec beaucoup de taxes carbone, il faudra détruire même de la monnaie pour que la quantité globale de monnaie en circulation suive les ressources qui décroissent? Ok, alors là, il y a un truc, c'est de faire le lien entre l'inflation et la monnaie. Ça, c'est vraiment l'erreur. Tout le monde fait ça. Non. Non. Il y a plein de façons de faire de l'inflation. Tu n'as pas forcément besoin d'en passer par la monnaie. À la limite, la monnaie peut réagir à l'inflation plutôt que de la provoquer. C'est-à-dire que, mettons que tu as une entreprise qui a le monopole sur un truc hyper important dans ton économie, que tout le monde achète, dont tout le monde a besoin, type le gaz, le pétrole, et d'un coup, x10 sur les prix du gaz ou du pétrole. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, on est obligé d'acheter. Du coup, inflation de malade. Mais comment les gens y font pour continuer de dépenser des sous dans du gaz et du pétrole avec des prix qui montent comme ça? Il faut plus d'argent pour acheter ces trucs-là. Donc, la planche à billets se lance pour financer ces trucs-là. Ça fonctionne comment? Tout le monde va demander un crédit à la banque pour être capable d'acheter son essence à mettre dans sa voiture. La banque accepte les crédits, injection monétaire, et voilà, la planche à billets réagit à l'inflation, mais ne cause pas l'inflation. Dans ce cas-là, on ne réduit pas la quantité de pétrole consommé? Non. Alors, l'idée que je voulais dire ici, c'était décorréler cette idée d'inflation et de planche à billets, dans le sens, la planche à billets cause l'inflation. L'inflation peut venir de plein de trucs. Donc aujourd'hui, par exemple, la question qu'on se pose, c'est d'où vient l'inflation à l'heure actuelle? Il y a pas mal d'économistes qui disent, en vrai, les histoires de Covid et de confinement ont fait que les gens ont changé leur façon de consommer. Avant, ils consommaient comme ça, maintenant, ils consomment comme ça. Et comme les entreprises cherchent à rationaliser, alors rationaliser dans le sens faire en sorte que ça coûte le moins cher possible de produire ce que les gens veulent, eh ben, ils n'ont pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire que si les gens veulent un tout petit peu plus comme d'habitude, l'entreprise n'est pas capable de faire. Parce qu'elle s'est vraiment réglée pour pile poil ce qu'ils veulent et pas plus. Sinon, ça coûte d'avoir des stocks de machines qui ne tournent pas ou de machins comme ça. Du coup, confinement, les gens changent leur manière de consommer et là, les entreprises se disent « Oh là là !» Donc du coup, ils achètent plus de ça. Alors, j'ai trop de machines. Et par contre, ils achètent plein de ça et là, j'ai pas les machines pour le faire. Et ça, du coup, ça provoque des distorsions de prix
qui peuvent mener à une inflation. Donc tu as une explication comme ça. Et puis pour les histoires de gaz, bah, tu vois, typiquement, ça peut très bien être, bah oui, mais le seul, si vous voulez du gaz en telle quantité, il faut aller ouvrir l'usine qui est là-bas, et l'usine qui est là-bas, ça coûte tant d'aller chercher le gaz, donc le prix du gaz monte d'autant. Et donc du coup, vous êtes obligé de payer ça. Et malheureusement, bah, c'est exactement l'exemple que je te donnais, c'est le prix du gaz qui monte, et donc derrière, il faut bien créer de la monnaie pour que les gens soient capables d'acheter ce truc-là. Donc du coup, je me suis paumé dans ta question, c'était, moi je voulais juste... Du coup, comment est-ce qu'on réduit la quantité de pétrole utilisée? Parce que là, tu nous dis on crée de la monnaie du coup pour pouvoir suivre les prix du gaz qui augmentent. Alors, si on veut réduire, comment voilà. est-ce qu'on fait? Alors, pour moi, hein, la question de la réduction, c'est une question de... alors, c'est difficile de... Mettons qu'on arrive... Il y a deux scénarios. Tu as le scénario qui dit, OK, l'objectif numéro 1, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on veut on veut pas aller dans un monde à 2 degrés en 2100, à plus de 2 degrés en 2100. D'accord. Donc, il faut remplacer toutes les sources d'énergie carbonées par des sources d'énergie renouvelables. Est-ce qu'on peut faire ça tout en gardant notre niveau de vie actuel? C'est-à-dire sans réduire la dépense, la consommation de vêtements, de voitures, etc., etc. On reste dans notre monde comme ça. Simplement, il n'y a plus rien qui tourne au pétrole, au charbon, au gaz. Donc ça, c'est l'option 1. Du coup, dans un monde comme ça, ce qu'il faut, c'est financer du renouvelable, etc. Ensuite, il y a l'option 2 qui est non, c'est pas possible. Le pétrole, gaz, charbon, c'est tellement efficace qu'on n'arrivera pas à avoir un niveau de vie aussi élevé tout en ayant du tout renouvelable. Et là, dans ce cas, parce que tout renouvelable, on pense souvent à l'électrique, mais il faut bien penser à ce qu'il y a en dehors de l'électrique. Hein. Il faut bien penser à les transports, etc. Et dans ce monde-là, du coup, on est obligé de réduire notre niveau de vie moyen. Et la grande question, c'est comment on réduit le niveau de vie moyen? La manière dont le système est organisé, c'est plutôt, on prend ceux qui sont pauvres et on les écrase tout en bas du truc, et on prend ceux qui sont riches et on les laisse à peu près là, ou voire même on les augmente un peu. Et on arrive à réduire comme ça le niveau de vie moyen. Ça, serait la méthode, une première méthode. L'autre méthode, ce serait, on réduit les inégalités massivement. Et on réduit les inégalités en prenant ceux d'en haut et en les rapprochant du bas. Voire même peut-être prendre un peu aussi ceux du bas et essayer de les faire remonter un peu. Mais tu vois, ce serait la clé de la réussite, si ce n'est pas possible de garder notre niveau de vie avec du tout renouvelable, c'est la réduction des inégalités. Pour moi, je ne vois pas d'autres trucs. C'est vraiment, tu réduis le gâteau qui sort de ton four, et pourtant, il faut nourrir tout le monde. Sachant qu'aujourd'hui, le gâteau est plus gros et on ne nourrit déjà pas tout le monde. Enfin, il y a une partie de gens qui sont au chômage, qui sont pauvres, qui sont... Voilà. Donc maintenant, le gâteau est plus petit et on veut quand même améliorer les conditions de vie de ceux qui galèrent. Du coup, c'est ceux d'en haut qui descendent. Ok. Je vais prendre une question qui a été posée sur le site et ensuite on va laisser les questions du public. Donc n'hésitez pas à lever la main, on vous fera passer un micro. Une question, donc, dans un contexte de limitation des ressources naturelles, il y a un débat qui revient quand même assez régulièrement, c'est celui de la décroissance, voulue ou subie. Est-ce que une logique de décroissance, en tout cas décroissance de l'économie réelle, on peut beaucoup parler de la décroissance du niveau de vie moyen, comme tu as évoqué là, et dans un contexte de diminution des inégalités, est-ce que ça remet en cause entièrement la structure économique et politique du coup qu'il y a derrière, que tu nous as exposé là derrière? Est-ce que une telle croissance voulue subie peut, d'après toi, résoudre économiquement des problèmes écologiques et physiques? Oui, parce que, alors encore une fois, c'est les histoires de scénario. C'est-à-dire, si on est dans le scénario où c'est pas possible de se débarrasser du carboné pour faire de l'énergie verte et garder notre niveau de vie, alors dans ce cas, on est obligé de réduire la vitesse à laquelle l'usine va tourner, donc l'usine de production de mon schéma. Donc du coup, on a moins de biens et de services. Comment on le répartit? Comment on améliore? Parce que c'est le discours un peu qui est donné par Jean-Marc Jancovici notamment, de dire voilà, la croissance c'est pratique. Vous pouvez promettre à tout le monde que ça va grimper.
Les plus riches, vous leur dites, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous prendre, vos revenus pourront même continuer d'augmenter. Les plus pauvres, vous dites, bah, vous aussi, vos revenus vont continuer d'augmenter. Parce que derrière des revenus, ça sert à quoi? Ça sert à acheter des trucs. Hein, donc c'est associé à la croissance de ce que l'usine est capable de produire. Si maintenant l'usine produit moins, bah, fondamentalement, c'est une forme de baisse de revenus. D'accord? Donc comment on arrive à être un politique qui vend ça à des gens et qui se fait élire? Donc c'est là où c'est technique. Et également, comment on arrive à, mettons qu'on soit élu sur un programme comme ça, où on dit, OK, on va réduire le niveau de vie moyen, mais vous inquiétez pas, on va prendre à ceux d'en haut, hop, on va les descendre, et on va aussi faire en sorte que plus personne soit dans l'extrême misère, dans l'extrême pauvreté, tout le monde au-dessus du... OK, donc ça pourrait être un projet politique, mais donc comment on y arrive? Bah, on y arrive en disant, OK, voilà le marché libre, c'est fini. Donc, c'est pas que tout va être interdit ou quoi que ce soit, c'est juste que la liberté totale du marché, on va être obligé de la contraindre. On va être obligé de prendre des décisions pour le marché. Donc, typiquement, est-ce que le marché décide de faire des pistes cyclables ou pas? Ben non, c'est pas le marché qui décide, c'est moi, c'est l'État. Pouf, je l'ai construit. Est-ce que le marché décide de faire des 4x4 ou non? Ben non, c'est moi, l'État, j'ai dit c'est interdit les 4x4. Hop, c'est fini. Le marché pourrait décider de payer un PDG 30... Non. Salaire maximum, c'est voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez en dessous de, je sais pas quoi, moi, 20 000 euros par mois, mais au-dessus, c'est interdit, c'est pas possible. Ce genre de truc, voilà. Parce que le truc du marché, c'est qu'il fait vraiment ce qu'il veut dans la répartition des choses. Donc, si tu veux répartir pour réduire les inégalités, tu es obligé d'interdire, enfin, d'empêcher le marché d'aller là où il veut. Ça ne veut pas dire le contraindre forcément pour qu'il n'y ait plus aucun marché possible et aucune liberté d'entreprendre. Ça veut dire que tu réduis le cadre des possibles. Voilà. Et ça passe par plein de trucs comme ça, régulation, taxes, tous les trucs que d'habitude on n'aime pas trop entendre, quoi. Ouais, ça a l'air assez peu dans l'air du temps. Ouais. Mais enfin, je sais pas, moi je trouve pas ça. Tu vois, c'est un peu les trucs de là, on est en mode obligation de se faire vacciner, de ça machin. À un moment donné, on pouvait conduire sans la ceinture de sécurité. Après, on l'a obligé, etc. Bon, ça fait partie des choses. Au fur et à mesure qu'on découvre et qu'on se rend compte qu'il y a ça qui marche mal, et ben, ouais, on interdit que ça se passe comme ça, quoi. Bon, mais ça suppose, alors là pour le coup, ça suppose énormément d'innovation institutionnelle, politique, parce que clairement, du coup, il y a le président qui arrive et qui dit « Ok, maintenant on n'a plus le droit de faire ça. » Alors on pose la question, débat démocratique, tout ça, ça nécessite fort probablement de repenser les institutions. Parce que clairement, nos institutions aujourd'hui, politiques, elles tournent dans un monde où le politique n'est pas supposé donner son avis dans l'économie. Donc si maintenant on dit « Ok, le politique doit intervenir fortement dans l'économie », bah, il te faut une institution politique capable de le faire de manière démocratique, quoi. De manière, les gens doivent être d'accord avec ça, les gens doivent pouvoir donner leur avis, les gens doivent pouvoir... Donc voilà, ça suppose des innovations institutionnelles. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Stan, si tu peux faire tourner les micros. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de différentes manières d'arranger la plomberie. Autre, est-ce qu'il y en a une ou deux que vous avez en tête et qui seraient meilleures ou qui apporteraient quelque chose? Alors, moi j'aurais tendance à dire, mais alors c'est pas forcément hyper malin. Il faut pas croire que je connais tout, je sais tout, notamment sur ces trucs-là. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça marche aujourd'hui. Après, les idées sur comment ça pourrait marcher demain, c'est encore un autre sujet et que je maîtrise moins. Donc attention à mes réponses de ce côté-là. Moi, j'aurais tendance à dire que à un moment donné, on a fait de la reconstruction après-guerre, etc. Et donc, on pourrait essayer de s'inspirer de comment ça marchait à ce moment-là. Parce qu'effectivement, on a réussi à faire la grande période de croissance, les 30 glorieuses, etc. Typiquement, c'est un peu le genre de truc dont on a besoin aujourd'hui, quoi. Faut foutre par terre pas mal de trucs qu'on a pour reconstruire d'autres choses derrière.
Est-ce que ça ne peut pas passer par ça? Alors du coup, il y a ces idées de Green New Deal. Voilà, on revient sur des histoires qui ont déjà été utilisées avant. Moi, j'ai l'impression qu'il faut des institutions qui ne regardent pas le profit à court terme, regardent vraiment le profit à très très long terme, voire même ne regardent pas le profit du tout. Ce qui ne veut pas dire ne pas regarder les coûts. D'accord ? Évidemment, il faut essayer d'être efficace dans la manière de faire les choses. On ne va pas construire un truc avec 10 fois plus de béton que nécessaire. Voilà. Mais ne pas forcément s'intéresser au fait de d'accord, mais comment derrière je gagne de l'argent pour rembourser le truc. Juste se dire, ok, c'est bon, ça va durer, on l'a bien construit, il y en a besoin, c'est tout. C'est tout. Et moi, donc, j'ai l'impression qu'il n'y a que des institutions publiques qui peuvent faire ça. Donc, ça veut dire connecter une puissance de financement à une institution publique. Avec, encore une fois, ces idées d'innovation institutionnelle qui permettent que, justement, il n'y ait pas de dirigeants ou qui détournent l'argent, de corruption. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de corruption, il faut que ce soit efficace dans le développement. Donc je pense que ça nécessite encore une fois des innovations institutionnelles. Mais je ne vois pas vraiment d'autres façons de faire, à part ça. Et évidemment, ce n'est pas obligé de passer par l'État centralisateur. Ça peut être des institutions qui sont publiques, mais qui sont locales, régionales, départementales. Je pense que ça va dépendre du type de projet qu'on a en tête. Il y a des choses comme, par exemple, c'est ça, je crois, les histoires d'énergie, réseau électrique, etc., que ça se gère mieux au niveau global. Et puis, on va avoir des choses comme l'urbanisme, par exemple, qui vont se gérer au niveau local. Voilà. Reconnecter l'État à sa planche à billets, donc à la Banque centrale, par exemple. Ça peut être... ça me semble être la méthode la plus simple, en fait. On va peut-être prendre une question du site qui a reçu un certain nombre de voix. C'est sur la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il y a déjà une séparation, en tout cas formelle. Non. Non, il n'y a pas de séparation. D'accord. Et donc, est-ce que ce serait souhaitable et est-ce que ça protégerait l'économie réelle des fluctuations des marchés financiers? Alors, ces histoires de séparation, le truc qui est bien connu, c'est après la crise de 29, aux États-Unis, ils disent bon, allez, maintenant c'est fini. Il y aura les banques d'investissement d'un côté et une entité séparée qui sera la banque de détail qui a les dépôts des gens. Comme ça, si la banque d'investissement, elle explose toute seule dans son coin et elle ne fait pas exploser la banque de détail. Et effectivement, dans la chaîne, on le voit sur le schéma en fait, dans la chaîne, les banques qui gèrent l'épargne, donc tout en haut dans mon espèce de truc jaune là, les banques qui gèrent l'épargne et les banques qui sont sur les marchés financiers, donc à côté de mon entreprise avec le dollar là, c'est les mêmes banques en fait. Et donc du coup, quand il y en a une qui explose parce que les prix des dettes et des actions se cassent la gueule, et ben l'autre là qui gère l'épargne, elle explose aussi. Alors là, on imagine que quand il faut voir que si vous avez un compte, je prends toujours BNP, mais voilà, j'ai bossé chez BNP. Si vous avez un compte chez BNP et que demain BNP fait faillite, vos euros, ils disparaissent et elle a plus. Alors, il y a une garantie de l'État, 100 000 euros par compte, par banque, voilà. Mais si la banque fait faillite, et vous n'avez plus accès à vos euros. Ça ne veut pas dire que ça tombe à zéro forcément. Derrière, il y a un processus de liquidation, faillite, etc. Et on voit combien on arrive à récupérer et on voit combien on arrive à vous rendre sur votre compte courant. Mais normalement, il n'y a plus accès aux euros. Alors, il y a une garantie publique qui fait que l'État arrive à la rescousse et dès que la banque fait faillite, l'État tout de suite, il arrive et dit pop, c'est bon, je vous rembourse. Je vous file vos sous pour que vous puissiez continuer de faire vos dépenses, vivre, etc. Sauf que, comment l'État y ferait pour financer un truc pareil ? Alors, il y a des mécanismes en marche maintenant depuis la crise de 2010, la crise de l'euro. Il y a un fonds de garantie des dépôts qui s'est mis en place, mais ça garantit quasiment que dalle. C'est presque pas financé ce truc-là. Donc au final, si demain il y a une banque comme BNP qui fait faillite, l'État il fait comment pour garantir les dépôts à hauteur de 100 000 euros des gens ? Il va sur les marchés et il s'endette. Et si les marchés disent non, c'est chaud. Donc du coup, l'État il se dit entre aller sur les marchés, s'endetter à hauteur de je ne sais pas combien de milliards pour être capable de rembourser les gens si BNP fait faillite et sauver BNP pour qu'elle ne fasse pas faillite,
je préfère sauver BNP pour qu'elle fasse pas faillite. C'est vachement plus simple et c'est moins cher. Et du coup, forcément, je sauve les actionnaires alors qu'ils ont potentiellement fait n'importe quoi. Alors, d'où l'idée de séparer la banque de dépôt de la banque d'investissement en disant banque d'investissement, vous prenez des risques sur les marchés, faites. Mais si vous explosez, et moi je ne vous sauve pas. Par contre, la banque de détail, vous faites les petits crédits, vous faites les crédits immobiliers, vous faites les crédits pour les PME, tout ça, voire pour certaines entreprises un petit peu plus costauds. Et je vous interdis de revendre vos produits financiers au marché, là. De faire de la titrisation, je ne sais pas quoi, comme les subprimes. Vous gardez ça et vous êtes responsable de ça. Parce que c'est ça aussi, je fais un crédit et après je le vends, donc je ne suis pas responsable. Donc je fais des crédits à n'importe qui, potentiellement des gens qui ne peuvent pas rembourser, et après je le vends à un fonds d'investissement qui n'a rien compris, je lui ai fait un modèle financier ultra complexe, il me dit oui, il achète ça, il n'est pas capable d'analyser le truc, et puis quand ça pète, c'est pour lui. Donc on interdit ça, on sépare banque de dépôt, banque d'affaires. C'est un truc, encore une fois, qui a été fait après la crise de 29, qui a été abrogé dans les années 90 aux États-Unis, et maintenant, partout dans le monde, c'est faites comme vous voulez, toute l'ère Reagan-Thatcher, là, hop, on libéralise, on dérégule. Moi, il me semble que ce serait un truc logique de revenir en arrière là-dessus, de se dire attention, du pouvoir de financement, on en a. Il y a les banques qui peuvent créer la monnaie, donc pas de souci. Les marchés financiers, recycler l'épargne, pourquoi pas dans une certaine mesure, mais attention, les marchés, on sait qu'il y a un potentiel de spéculation, donc du coup, il faut le déconnecter de cette histoire de planche à billets le plus possible pour qu'il fasse sa spéculation avec l'épargne existante peut-être, mais qu'il ne puisse surtout pas se servir de la planche à billets pour nourrir ses bulles spéculatives. Et puis comme ça, on a la Banque centrale qui peut se retirer petit à petit des marchés et s'intéresser plus aux banques qui financent l'économie réelle. Bon, moi, ça me paraît un truc assez logique. Et les défenseurs, ceux qui ne défendent pas cette idée-là, à mon sens, ça vient essentiellement d'un problème de compréhension sur la monnaie, en fait, et la création monétaire. C'est-à-dire le fait de croire que, en vrai, une banque, ça prête parce que ça récupère des dépôts. De voir les banques comme des intermédiaires financiers. Et donc, du coup, un fonds d'investissement, c'est pareil. D'abord, je te convainc que tu me confies ton épargne, et ensuite, j'investis ton épargne. Et certaines personnes se disent, les banques, c'est pareil. Ils vont convaincre les gens de déposer leurs sous sur un compte, et après, ils peuvent financer des trucs. Mais oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Le fonds d'investissement, oui, il est obligé de se financer d'abord pour investir ensuite. La banque, elle n'a pas besoin de se financer. Elle crée la monnaie. Et après, si les euros BNP sortent du réseau BNP, il y a un besoin de financement, là oui. Mais un besoin de financement souvent bien plus faible que ce que j'ai prêté. J'ai prêté 100 et il n'y a que 20 euros qui sortent de mon réseau, donc j'ai besoin de financer 20. Et je dois emprunter auprès de la BCE, je dois emprunter auprès de... Voilà. Juste pour rebondir là-dessus, avant de prendre une question du public, régulièrement, on invoque comme facteur de stabilité des banques le fait qu'elles aient un certain ratio d'actifs, de capital, qui est suffisamment élevé par rapport aux dettes qu'elles détiennent dans l'ensemble. Et notamment, il y a des économistes qui peuvent proposer de jouer sur ces ratios pour diriger des flux financiers vers des éléments, des actifs, des éléments des marchés financiers qu'on aurait appelés verts. Est-ce que ça, c'est envisageable? Est-ce que ça a une chance de fonctionner? Ah, ça, en fait, c'est clairement intervenir sur les marchés pour changer les prix. En fait, c'est vraiment ça. C'est une technique de malin pour changer un prix de marché. Donc là, ici, l'idée, c'est de se dire, en fait, c'est quoi la rentabilité d'un crédit pour une banque? Alors, on pourrait se dire, si elle prête 100 et c'est à 3%, elle gagne 3, elle a prêté 100, donc voilà, c'est 3 divisé par 100, 3%. Quoi. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Comme la banque a la planche à billets, les 100, elle les fabrique. Donc, en fait, ça lui coûte 0 à fabriquer et ça lui rapporte 3. Mais on oblige les banques à, en quelque sorte, à utiliser qu'une partie de leur planche à billets. On leur dit, sur 100 euros que vous prêtez, on vous force à avoir 10 euros qui viennent de vos actionnaires et vous pouvez faire que 90% planche à billets sur le crédit de 100 euros. Donc là, du coup, je gagne 3. Et les 3, ils appartiennent à qui? Donc je prête 100, je gagne 3% de 3. Et les 3, ils appartiennent à qui? Aux actionnaires. Alors les actionnaires ont mis 10. Donc ils gagnent
3 divisé par 10 égale 30%, c'est ça? Non. Égale 30%. 30% de rendement. Maintenant, alors qu'un projet vert, c'est que 2%. Donc 2% divisé par 10, 20%, hop, personne finance le vert, tout le monde finance le brun. Maintenant, on arrive et on dit, ah, si vous financez du brun, vous êtes obligé d'avoir 50% d'argent qui vient des actionnaires et 50% de planche à billets. Alors là, du coup, le projet brun, c'est 100, je gagne 3, mais par contre, j'ai utilisé que 50 de planche à billets et 50 d'argent des actionnaires. Donc 3 divisé par 50. D'accord ? Là, 3 divisé par 50, ça fait plus que... Voilà, la moitié. 15%? Non. Si? Non, pas la moitié. 1,5%? Non. 6%? Non, j'en sais rien. 6%, non, c'est ça? Ouais, voilà, 6%. Donc ça fait 6%, alors qu'avant c'était 30. Et le projet vert, c'est toujours 90 de planche à billets. Donc ça rapporte 2, mais rapporté aux 10 qu'ont mis les actionnaires, 20%. Et hop, le vert devient plus rentable que le brun. Mais du coup, c'est parce que la réglementation transforme les prix de marché, en fait. D'accord ? On dit, pour financer ça et pour financer ça, c'est pas la même règle. Comme c'est pas la même règle, c'est forcément pas le même rendement. Donc je joue là-dessus. Alors ça, c'est tout à fait possible. Ce que disent les banques en général, c'est qu'elles disent, ah bah oui, super idée. Ce qu'on va faire, c'est que quand c'est du brun, donc du carboné, c'est 10 des actionnaires, 90 de planche à billets. Bon, fine. Ça, on ne change pas. Voilà. Et quand c'est du vert, c'est que un des actionnaires et 99 de planche à billets. Alors là, comme ça, c'est génial. Alors le problème de ça, c'est qu'un projet vert, par essence, c'est pas un projet forcément moins risqué, en fait. L'argent des actionnaires, il est là pour éviter que la banque fasse faillite. Quand vous avez 10 d'argent qui est investi par les actionnaires, 90 de planche à billets, ça veut dire que le crédit, il faut qu'il soit remboursé à 90%, sinon l'État est obligé de venir sauver la banque. Okay ? Bon, alors du coup, si vous autorisez les banques à faire un des actionnaires 99 de planche à billets, il faut que le crédit rembourse 99% minimum, sinon l'État doit venir sauver la banque. Donc clairement, non quoi. Non, c'est les filles, c'est 10 minimum, ça c'est sûr. Et après, quand c'est brun, c'est vachement beaucoup des actionnaires. Et donc en fait, on le voit ça, mais c'est un peu difficile à comprendre. On se dit finalement c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Clairement, l'idée, c'est à la fois de maintenir le système financier stable. L'État n'a pas besoin d'aller sauver les banques. Il y a déjà des trucs à faire pour essayer de verdir l'économie. On n'a pas que ça à faire que de sauver les banques. Et aussi essayer de forcer le secteur privé à financer le vert, donc rendre le vert plus rentable. Et donc là, effectivement, par les ratios de capitaux propres, on peut y arriver. J'ai été clair à peu près? À chaque fois, j'ai l'impression que je me perds dans mon explication. On suit. C'est allumé là ? Ouais. C'est une question un peu technique, mais tu dis du coup que le point de vue d'une banque comme un intermédiaire financier est assez faux, parce que quand la banque prête 100, d'abord elle prête, et ensuite si les 100 sortent de son réseau, alors elle se refinance. Mais moi j'ai l'impression quand même que le fait que les 100 sortent de son réseau, c'est quelque chose qui est très probable et qui arrive très souvent. Donc est-ce que ce point de vue-là est quand même assez proche d'être vrai? Non, parce que les 100 sortent, mais il y a 90 d'autres. En fait, il faut voir, si tu avais une banque qui faisait plein de crédits et une autre, et tous les autres qui faisaient 0 crédit, du coup, il y aurait effectivement pas mal de chances pour qu'une bonne partie des sous créés par la banque A s'en aille vers les autres. Et là, du coup, tu as un gros besoin de financement. Et en vrai, c'est ce qui se passe quand il y a un bank run. Tout le monde prend ses euros BNP et les envoie ailleurs, peu importe où. Que tu le convertisses en billets de banque, donc en euros banque centrale, ou que tu l'envoies vers la Société Générale, vers le Crédit Agricole, vers ce que tu veux, du moment que tu as plein de flux qui partent d'une banque vers les autres et que tu n'as pas de flux dans l'autre sens pour compenser, alors là, tu as un gros besoin de financement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les bank runs. Et à la base, c'est à ça que servent les banques centrales, à filer des eurobanques centraux aux banques qui sont soumises à la pression du bank run. Mais en règle générale, ce qui se passe, c'est que BNP crée des sous, Société Générale aussi, Crédit Agricole aussi, tout ça, ça se mélange, et il y a des petits écarts à la marge
Et c'est ces petits écarts à la marge qu'il faut financer. Voilà. Et donc, c'est pas énorme et all good. Donc, la grande majorité du truc, il n'y a pas besoin vraiment de financer. Et une partie, il y a besoin. Ok, merci. C'est le sport, là. Ouais, bonsoir. On a parlé de l'Europe, de la France, de la décroissance, de la transition énergétique, etc. Donc moi, je me demande si aujourd'hui, et on a parlé des problèmes, j'en sais rien, de la BCE, on connaît aussi les problèmes du marché énergétique européen que connaît EDF. Du coup, si on croit à la transition énergétique, à la décroissance, un candidat, par exemple, à la présidentielle qui croirait à tout ça et qui candidaterait à la présidence en ayant ces idées-là, est-ce qu'il serait partisan de l'Union européenne ou pas, d'un point de vue économique? Est-ce que dans l'état actuel des choses, c'est quelque chose de bien pour la France, si on pense à la décroissance, etc., de rester dans l'Europe? Je ne sais pas si c'est peut-être sûrement un peu compliqué de répondre, mais... Non, C'est ma oui. question. Alors en fait, c'est vraiment c'est ça, c'est une idée de. Il n'y a pas. Je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse. C'est pas une réponse objective, quoi. C'est vraiment un choix politique de se dire est-ce que pour changer les choses, transformer le système, etc., machin, avoir accès à ma banque centrale pour me financer parce que j'ai projet d'infrastructure, blablabla, est-ce que je sors de l'euro? Du coup, je retourne au franc, donc du coup, j'ai ma banque centrale. Bon, je vais avoir des marchés financiers qui vont complètement paniquer au début. Il va falloir que je stabilise ça, donc il va falloir plusieurs institutions pour peut-être changer ça, changer ça. Il faut que je vois aussi, parce qu'après, je vais avoir un besoin de financement en dollars pour plusieurs trucs, parce qu'évidemment, j'achète mon pétrole, tout ça, pour l'instant, j'en suis encore dépendant, il me faut des dollars. Jusque-là, j'utilisais le fait que j'étais dans la zone euro pour obtenir des dollars, mais alors maintenant, je ne peux plus. Donc, il va falloir... Tu as une myriade de problèmes à gérer, versus... Ok, il faut que je change les traités européens. C'est chaud, les Allemands sont arc-boutés sur leur truc de banque centrale qui ne peuvent pas prêter aux États. Et voilà. Les traités, il me faut l'accord des 27, des 26, des 27, je ne sais même plus combien on est. Du coup, voilà, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Il faut que... Tu vois, c'est... Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qui est le plus pratique? Qu'est-ce qui est le plus... J'en ai absolument aucune idée. Après... Moi, j'ai l'impression que l'Europe est quand même un levier important dans le sens où si tu arrives à changer au niveau européen, tu changes 28 pays d'un coup, quoi. Enfin, d'un coup, bah non, pas d'un coup, du coup, ça prend le temps, mais tu vois, ça impacte 28 pays d'un coup. Alors que si tu fais ton truc franco-français, d'un autre côté, si tu fais le truc franco-français et que ça marche, peut-être que ça encourage les autres à le faire, je ne sais pas. Est-ce que sortir de l'euro, ça ne te déclenche pas une crise sur le marché monétaire? Est-ce que et que du coup, tu es obligé de gérer ça et que sur tes 5 ans de mandat, en fait, tu passes ton temps à gérer ça, tu n'as pas du tout le temps de lancer autre chose? Franchement, aucune idée. Aucune idée. À mon sens, c'est beaucoup trop complexe pour que qui que ce soit soit capable de dire vraiment ce qui pourrait se passer si on devait sortir de l'euro. Voilà. Réponse, je ne sais pas. Merci. Est-ce que tu crois à la finance verte et au fonds ESG? Beaucoup y voient, beaucoup y voient un moyen de résoudre tous ces problèmes de transition énergétique en sauvant le système et sans faire tous les changements structurels dont tu viens de parler. Et d'un autre côté, on a par exemple Alain Grandjean qui publie un bouquin qui s'appelle « L'illusion de la finance verte ». Qu'est-ce que tu en penses? Alors pour le coup, j'ai discuté avec Julien Lefournier, qui est l'auteur, le co-auteur du bouquin, avec Alain Grandjean, et qui est un ancien financier comme moi, avec plus d'expérience. Et du coup, ouais, en gros, l'idée c'est ça, c'est la finance, ça finance ce qui existe, et ça veut pas prendre trop de risques sur ce que ça pourrait être le monde de demain. Parce que parier sur le vert, c'est se dire que tout va changer et qu'effectivement tout va devenir vert. Mais du coup, c'est un pari un peu risqué, quoi. Est-ce que tout va vraiment devenir vert? Est-ce que voilà, tu vois, ce sera rentable si toute l'économie se transforme? Sinon, non, ça ne marchera pas. Donc, pourquoi je ferais ça? Voilà. La finance, ça finance ce qui existe. Voilà.
Après, si ton économie elle est verte, tu auras une finance verte. Tant que ton économie elle est brune, tu auras une finance brune. Et si tu veux transiter du brun au vert, il faut quelqu'un qui donne le cap et qui oblige le marché, enfin qui oblige les entreprises à aller dans ce sens-là. Ensuite, une fois que les entreprises sont obligées à aller dans ce sens-là, elles ont besoin de financement et du coup, la finance est verte. Parce que donc c'est l'exemple, on peut donner il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Par exemple, tu imagines une entreprise qui se dit, OK, je fabrique de l'acier, pour l'instant j'utilise du charbon, je pourrais passer à l'électrique, l'hydrogène peut-être, j'en sais rien. Et du coup, il faut que je change toutes mes usines. Ça va me coûter un pognon de dingue, d'accord ? Ça, c'est moins de rendement pour les actionnaire. Donc je vais voir les marchés, je dis, voilà, ça vous intéresse ou pas de passer de 10% de rendement à moins 5 pendant 10 ans ? Les financiers disent non. Non, dégage, c'est nul ton projet, on ne veut pas de ça, nous. Bon, voilà, la finance n'est pas verte, elle ne peut pas être verte. Parce que la rentabilité pour l'actionnaire, la rentabilité pour le financier, c'est ça le contrat. Quand les épargnants ils foutent leurs sous dans un fonds d'investissement, le fonds il dit, voilà, je prends tel niveau de risque, je vous donne tant de rendement. Voilà. À la marge, tu vas avoir des fonds qui disent, alors moi, je me différencie un petit peu des autres parce que je n'investis pas dans l'armement, pas les cigarettes, pas potentiellement le pétrole. Bon, ok, mais des fonds comme ça existe depuis toujours, en fait. Et au final, on a toujours des cigarettes, on a toujours de l'alcool, on a toujours des armes. Ça pose pas de problème, c'est financé sans souci. La finance finance ce qui existe. Voilà. Donc, l'autre élément que donne Julien Le Fournier, c'est de dire, en vrai, comme un projet vert, c'est forcément moins rentable qu'un projet brun, sinon le vert serait financé massivement par la finance finance qui est rentable, encore une fois. Et du coup, on prend les obligations vertes et on regarde le rendement de ces obligations. Normalement, elles doivent être un peu moins rentables, ou beaucoup moins rentables, que les obligations pas vertes. Parce que du coup, c'est ça, l'entreprise avait le choix entre le projet normal qui rapporte normal, le projet vert qui rapporte moins, du coup, et elle a dit, c'est pour ça qu'elle fait une obligation verte, elle dit, voilà, c'est vert, c'est moins rentable, désolé, mais au moins c'est vert. Alors, on regarde la rentabilité des obligations vertes, elles sont rentables exactement pareil que les obligations pas vertes. Conclusion, ça ne finance pas du vert. Ça finance du qui existe déjà. Et pour rebondir là-dessus rapidement, tu parlais tout à l'heure du rôle d'une banque centrale dans l'idée de financer des projets qui sont moins rentables, parce que l'État n'a fondamentalement pas besoin de faire de la rentabilité. Et est-ce que, dans ce cas-là, pour mettre ça en rapport avec le quantitative easing dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas le rôle de la BCE de diriger ce quantitative easing, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vers des projets verts ? Alors, oui, ça pourrait. Après, il faut voir que le quantitative easing, c'est vraiment un truc qui soutient les valeurs de marché. Donc, sur mes trucs, là, c'est la courbe, la petite flèche là, qui va vers le haut. Ça soutient les prix en bourse, en fait, un quantitative easing. C'est à ça que ça sert. Donc, est-ce que ça vaut le coup de soutenir les prix des entreprises qui semblent aller vers le vert ? Alors, oui, effectivement, pourquoi pas ? Parce que ça peut donner l'impression à une boîte de se dire « Ah tiens, si je me mets à faire du vert, la BCE va acheter mes actions, ça va faire monter le cours, du coup les actionnaires seront contents, du coup ils me financeront plus, du coup je pourrai continuer à faire du vert. » Tu vois. C'est indirect quand même. C'est quand même assez indirect. Et aussi, il faut poser la question de... Et c'est un peu le truc de l'histoire de la taxonomie, c'est-à-dire on fait la taxonomie verte, on se dit « Ok, avant de se dire comment on finance le vert, il faut savoir ce qui est vert. » Ou bas carbone. Je devrais dire bas carbone. J'ai des potes qui me défonceraient parce que j'arrête pas de dire vert. Il ne faut pas dire vert. Il faut dire bas carbone. Voilà. Donc, ok. Mais donc je dois commencer par faire la liste de toutes les activités et je dis bon ça c'est bas carbone, ça l'est pas, ça c'est bon, ça c'est pas bon. En fait, quand tu fais cette liste-là et que tu regardes ce qui reste, il reste quasiment rien en vrai. Il n'y a quasiment pas d'entreprise qui. Encore une fois, l'économie n'est pas verte. Par définition, puisque 85% de notre énergie vient des énergies fossiles au niveau mondial. Donc le problème, c'est ça, en quelque sorte. Tu veux essayer de faire grossir un tout petit secteur, mais tout le reste ne peut pas forcément être bas carbone. Parce qu'on va te dire, moi j'ai besoin de cette infrastructure, ce truc, je dois être connecté à ça, je dois pouvoir faire ça, puis du coup, ça veut dire que les gens ne peuvent plus consommer ça, donc il faut que tu ailles leur dire qu'ils ne vont plus avoir ça, ils auront ça à la place. Tu vois, ça, c'est vraiment... Est-ce que c'est le privé qui peut faire ça ?
Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Oui, j'en vois une là-bas. Tu vas devoir faire un petit tour. Bonsoir, merci pour votre intervention. Pour vous, où sont les endroits, les institutions en France qui sont les plus ambitieuses, qui produisent le plus de réflexions, qui font le plus de propositions, qui sont les plus intéressantes, par exemple pour faire un stage Ah ouais, alors non, je vais être très mauvais là-dessus. Je sais pas, je suis pas bon, je connais pas. Moi, je discute un peu avec j'ai eu des échanges avec certaines ONG, certaines lobbies citoyens. Donc, j'ai discuté avec les gars de Reclaim Finance, le Shift Project, Finance Watch, Positive Money. Voilà, mais c'est juste quelques personnes que je connais parce qu'ils regardent mes vidéos et ils m'ont envoyé un mail et du coup j'ai discuté avec eux. Mais moi, sinon, je suis plutôt dans les histoires de publication, machin. Je ne me rends pas compte j'ai pas une bonne vision de qui sont les acteurs qui poussent dans le bon sens. Enfin, les acteurs là où on peut faire un stage. Alors peut-être pour rebondir juste là-dessus, il y a une question qui a été posée. Est-ce que tu te sens plus proche d'une école d'économie en particulier? Est-ce qu'il y a des chercheurs auxquels tu t'identifies plus? Et est-ce qu'on peut, ça faisait partie de la question aussi, modéliser l'économie sans mathématiques? Bah non, tu peux pas. Non, forcément. Mais alors moi j'aime bien les. En fait, mon parcours de financier m'a biaisé à faire une analyse économique, une analyse de l'économie qui soit une analyse financière. C'est-à-dire, en gros, quand on fait une analyse d'une entreprise, on essaie de comprendre comment l'entreprise elle marche. Moi, je faisais ça à un moment donné, de l'analyse financière. Donc, de l'analyse financière, on a une entreprise. Il faut essayer de comprendre ce que ça fait ce truc-là. Alors, ok, ça produit quoi, quelles sont les parts de marché de tel et tel machin, etc. Tu vas sortir tous les états financiers, le bilan, le compte de résultat, le compte de trésorerie. Tu regardes, paf, là, dette court terme, dette long terme, machin, les actifs. Alors, c'est renouvelé tous les combien? Une usine, ça dure combien de temps? Est-ce qu'ils vont pas devoir changer d'usine? Est-ce qu'ils vont pas devoir... Bon, alors, comment ils sont financés? Les sous arrivent de là, machin là. Est-ce qu'il n'y a pas des délais entre les sous qui rentrent et les sous qui sortent? Ça fait un besoin de trésorerie. Elle est connectée à telle banque. Qu'est-ce qu'elle a comme dette? Enfin, bref, on sort tout et il faut essayer de comprendre à la fois comment ça marche au niveau, encore une fois, des flux physiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ça produit, où ça va chercher ces matériaux, est-ce que ça ne va pas chercher des matériaux dans un endroit où il peut y avoir une guerre, un truc comme ça, enfin ça, plus tout le côté financier, d'où vient l'argent, où il va. Donc moi, quand je me suis intéressé à l'économie, j'ai fait ça. J'ai fait, ok, je veux savoir d'où vient l'argent, où il va, mais on a quoi comme type d'usine exactement, et c'est connecté à quelle matière première, et machin, et tout ça. Et en allant chercher dans l'économie mainstream, j'ai pas du tout trouvé ça. J'ai trouvé une histoire de mec rationnel, que c'était l'équation qui dit que c'est comme ça qu'il se comporte, avec des courbes d'utilité. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette abstraction? Pourquoi on commence par ça? Enfin, commençons déjà par connecter les institutions entre elles, savoir comment marche une banque, comment c'est connecté à tel et tel autre truc, et faire un schéma comme ça, quoi. Au moins pour comprendre à peu près de quoi on parle. Et puis après, on peut essayer de mettre des mathématiques sur ce qu'on a compris pour essayer de peut-être modéliser un truc. Bon, l'histoire de la pensée économique, enfin l'histoire en économie fait qu'on n'est pas parti sur cette voie-là dans le mainstream. Ils sont vraiment partis sur un truc complètement différent, avec des maths et tout, c'est très costaud. Mais du coup, franchement, tu prends ces trucs de modèle économique, tu montres ça à un financier. Je veux dire, un financier qui investit les sous et tout, il te rit au nez, quoi. Il te rit au nez, c'est n'importe quoi. Aucun fonds d'investissement utilise les modèles comme ça pour investir. Aucun, personne. C'est vraiment, c'est zéro, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment proche des zéros. À mon sens, du coup, pour avoir une bonne compréhension de ce qui se passe, parce qu'en plus, c'est ça, les modèles mainstream ont une visée prédictive. Ils essayent de prédire des grands agrégats économiques. Et c'est intéressant peut-être d'essayer de prédire le PIB, mais ils n'ont pas une visée explicative. Vraiment, hein, dans l'épistémologie en économie, à un moment donné, il y a un tournant où on dit, bon, on veut des modèles, on veut que ce soit très mathématisé, on veut prédire,
Mais tant pis pour l'explication. Voilà, effectivement, on sait que l'homo economicus n'existe pas, les gens ne sont pas rationnels, il n'y a probablement pas de courbe d'utilité, les courbes d'offres et de demande qui se croisent, on se doute bien que ça n'existe pas. Mais il n'empêche que quand on construit des modèles avec ça, on arrive à peu près à prédire le PIB et l'inflation et ces trucs-là. Donc on garde. Mais ne croyez pas que ça marche comme ça en vrai. C'est un modèle, voilà, et il n'est pas descriptif. Bah, moi, ça m'embête. Si je ne peux pas comprendre, décrire ce que j'ai autour de moi, j'ai l'impression de ne pas faire de la science. Voilà. Donc, les économistes qui, à mon sens, essayent de comprendre comment tout ça s'est organisé, etc., c'est les gens qui s'intéressent aux institutions, au fonctionnement des institutions, donc les institutionnalistes, et les post-keynésiens, parce que les post-keynésiens, eux, ils regardent d'où vient l'argent et où il s'en va. Ils font des modèles stock flow consistent où si 1 euro arrive là, il vient forcément de quelque part et je suis capable de montrer d'où il vient, où il a été créé et je sais où il va. Dans un modèle mainstream, il y a des euros qui arrivent, on ne sait pas. D'un coup, lui, il a des euros, tu dis, bah, ils viennent d'où? Non, bah, ils sont là. Et après, ils partent où? Non, bah, là, ils ne sont plus là. Voilà. Et encore une fois, biais financier, pour moi, je ne peux pas raisonner comme ça. Est-ce que tu as quelques noms précis à donner ou des recommandations de lecture, des choses comme ça? Des recommandations de lecture, bah ouais, les grands chez les post-keynésiens, je sais pas, je peux citer peut-être Marc Lavoie, il y a Gaël Giraud qui est peut-être moins dans la recherche maintenant, mais qui a fait pas mal de trucs aussi. Tout sur pas mal, je suis sur Twitter, Isabelle Coupé-Soubéran, il y a Laurence Sialom, il y a il y en a vraiment plein. Et là, je ne saurais plus. Après aussi, ça va dépendre des sujets. En ce moment, je suis vachement sur un truc en particulier, donc j'ai plein de noms qui me viennent sur le shadow banking, mais c'est peut-être pas ça qui vous intéresse forcément. Je dirais globalement les écoles qui cherchent à comprendre comment les institutions fonctionnent. Et c'est étonnant, c'est un courant de pensée français. Enfin, je sais pas, je pensais que ce serait un truc international. Enfin, essayer de comprendre comment fonctionne une institution, prendre une entreprise, un secteur d'entreprise et essayer de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de ce secteur, ça me semble être la base de la base pour comprendre. C'est exactement ce que les financiers font, quoi. Donc, école de la régulation, école institutionnelle, et puis pour la monnaie, les post-keynésiens. Ok. On a peut-être le temps pour une dernière question de la salle, s'il y en a une. Oui, je reviens, mais un petit peu. Dans votre livre, à la fin, sur la partie sur le Covid, vous parlez du fait qu'il faut augmenter les impôts, qu'il faut revaloriser la vision de l'impôt, etc. Mais en fait, ce que j'ai l'impression surtout, ce dont on parle, c'est qu'il faut un peu que les individus arrêtent de se comporter comme des financiers à vouloir maximiser toujours leurs profits. Parce qu'on voit que, par exemple, un certain homme à l'extrême droite veut augmenter les salaires nets et diminuer le brut. Oui. Donc, c'est-à-dire, en gros, diminuer la part publique dans tout ça. Et en gros, ce que j'ai l'impression, c'est que certains économistes, dont vous, ou financiers, disent qu'il faut augmenter la part de l'État dans la part pas que financière, mais dans le marché, etc. Et comment est-ce qu'ils le contrôlent. Mais d'un autre côté, les acteurs qui sont capables de faire varier l'État, c'est-à-dire les individus, eux ont encore des biais à vouloir favoriser leur famille, etc. Enfin, c'est entendable et je suis pareil. Et donc en fait, et du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que l'État, lui, est contrôlé par les flux financiers des gens qui vont donner aux partis politiques, etc. Et donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte de modifier, comment est-ce que nous, si on a envie de changer ça, de faire en sorte de changer ces flux financiers, est-ce qu'on donne, je sais pas, ta chaîne YouTube pour que le savoir il explose, à des médias, à des fonds ou à des gens qui gèrent l'argent de manière correcte? Est-ce que, parce que du coup ça redevient une question financière en fait, de comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir mobiliser l'argent pour que politiquement ça bouge, parce qu'individuellement on n'a pas forcément la clé de tout ça, quoi. Est-ce que tu as réfléchi à ça ou à comment remettre en fait l'économie là où elle doit être pour changer les choses en fait? Moi j'ai l'impression que ça passe par un changement du discours médiatique et politique. C'est-à-dire aujourd'hui, encore une fois, on te rabâche les oreilles de il y a trop de dettes, il faut rembourser la dette, l'État, regardez, l'État c'est comme un gestionnaire de famille, vous voyez, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, c'est vraiment des bêtises quoi.
Et donc malheureusement, c'est une idéologie qui est dominante, les gens n'entendent que ça, et du coup, ils ont du mal à raisonner en dehors de ce carcan idéologique qui est répété sans arrêt à la télé et par les journalistes, les politiques. Donc changer de discours, ça me semble être le point. Enfin, il y avait un truc, j'ai vu, je ne sais pas si vous suivez les vidéos un vidéaste qui s'appelle le Stagiairite, qui a sorti une vidéo là, il n'y a pas longtemps où il parlait d'un paradoxe, où quand on fait des sondages, on interroge les Français sur des grands idéaux, on leur demande plutôt vous trouvez qu'il y a trop d'inégalités, pas assez, là. Globalement, les réponses des Français, c'est bah oui, c'est pas bien qu'il y ait des gens trop pauvres, il faudrait qu'ils soient moins pauvres, les riches sont trop riches, il faudrait mieux distribuer tout ça, faudrait majoritairement. Donc, à la fin, on se dit, ok, donc plutôt à gauche, visiblement, les Français, et d'un autre côté, paf, le vote à droite, beaucoup. Donc, paradoxe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, l'idée, c'est un peu l'idée qui était ressortie du politologue ou philosophe qui s'était interrogé là-dessus, si j'ai bien compris, mais allez voir la dernière vidéo du Stagiairite qui l'explique vachement mieux, quoi. Si j'ai bien compris, c'était un truc du genre, en fait, les gens, comme ils vivent dans un discours néolibéral très individualiste, ils se disent, ok, effectivement, il faudrait que l'État, il faudrait que machin, mais j'ai l'impression que je suis le seul à penser comme ça. Tous les autres, là, c'est des homo economicus individualistes, et donc du coup, bah, j'ai pas le choix, il faut bien que je me comporte comme eux si je veux soutenir ma famille, si je veux soutenir voilà, ma femme, mes enfants, etc. Et donc j'ai pas le choix mais du coup, en me comportant comme ça, et comme tous les autres font pareil, ils estiment que personne va être pour la redistribution, et bah, du coup, tout le monde se comporte comme un individualiste, et on n'arrive pas à aller vers plus de redistribution par l'État. Donc du coup, par l'État, ça veut dire alors ça peut être par la dette, par le déficit, mais aussi par une forme d'impôt, de taxes. Alors du coup, j'ai l'impression le problème, c'est qu'on est prisonnier de ce discours, je sais pas, qu'on pourrait qualifier de néolibéral, quoi, de très individualiste, très. Alors comment on sort de ce discours-là? Politique, médias, éducation, j'imagine. Et voilà, alors je sais pas, on sort tous les politiques, il faut en mettre des nouveaux, il faut attendre qu'ils soient trop vieux, qu'il y ait des jeunes qui arrivent, je sais pas. Éducation, c'est pareil, je me rends pas compte comment. J'ai même pas fait un parcours, moi j'ai pas fait un parcours en économie. Voilà, j'ai fait une école de commerce, j'avais très peu de cours d'économie. Je sais pas comment l'économie est enseignée à la fac, je sais pas comment. Tu vois, il y a peut-être un truc à changer là-dedans. Enfin, j'imagine. Pour avoir discuté avec des amis qui eux ont fait le parcours, ils me disaient que c'était quand même. Il n'y avait pas trop. Je parlais des post-keynésiens, école de la régulation, institutionnaliste. J'ai pas l'impression que c'est ça qui est enseigné en priorité dans les amphis, quoi. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je pense qu'on peut applaudir à nouveau Gilles Miteau pour être venu. Merci. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube si vous avez des interrogations sur l'économie. Et c'était la dernière conférence organisée par les tribunes de l'X19. Donc on vous laisse dans les mains des tribunes de l'X20 pour le cycle suivant. Merci à tous. Merci.